Voix off de Deluxe, j'écoute. J'ai la boutique Croque-Jeu sur la 2. Oui, c'est bon, passez-le-moi. Voix off de Deluxe, j'écoute. J'ai la boutique Sortilège sur la 4. Oui, ok, passez-le moi aussi. Haha, depuis que j'ai entendu François Pérusse faire ça, j'ai toujours eu envie d'essayer. Alors, ligne 2 sur une oreille, ligne 4 sur l'autre. 1, 2, 3, on se lance. Salut ma boutique jeu préférée. Salut Wouf, je t'ai appelé juste pour te parler du partenariat de cette saison. Les jeux en tête te conviennent, ça va? Bah oui, écoute, tu nous dégotes à chaque fois un super jeu, bien radiophonique, c'est parfait. C'est vraiment grâce à toi qu'on joue à l'antenne à chaque émission. Cool, et de ton côté, tout se passe bien? Oh bah ça va, je fais mon taf, hein. Je donne le nom et l'adresse de ta boutique en début de chaque émission. Tiens, une question comme ça. Tu donnes quelle adresse au fait pour la boutique? Bah celle en centre-ville, bien située. Oui, mais encore. Bah celle rue Hoche, juste à côté de la mairie à Vannes. Ah ok, c'est bon. Pas du tout. Non, je veux dire avenue Clémenceau, place de la Liberté à Brest. Ah oui, c'est Quoi? mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, excuse-moi, c'est parce que je répondais à l'autre en fait. Ah d'accord. Quoi? Mais quel autre? Mais je suis pas ton unique partenaire? Ah ben merci hein. Allez, salut. Et ben voilà, je savais que ça allait péter un jour. Bon, le principal, c'est que si on joue à l'antenne cette saison, c'est grâce à non pas un, mais à 2 boutiques partenaires. Sortilège, rue Hoche à Vannes et Croque-Jeu, avenue Clémenceau à Brest. Alors, merci à eux et envoyez le générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non. Le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures d'infos ludiques et d'infos en tout genre, d'infos culturelles, on va dire. Pour ce soir, pour m'accompagner, comme à son habitude, il y a Yann. Ça va Yann? Ça va très bien Alex, impeccable, et toi? La forme? Ça va très Après bien ton aussi. week-end chargé là? Oui, c'est vrai, Ouais. un week-end On va au en parler Festival un petit de peu Cannes. Ouais, on va en parler un petit peu. Il y a eu pas mal de trucs. Cannes, c'est toujours un grand moment, un grand événement dans le monde Grande ludique. messe ludique en Ouais, fait, c'est ça. et qui en plus, alors je sais pas si tu étais au courant, mais moi j'ai suivi Cannes en direct sur France Inter dans Oui, une dans émission Grand Bien vous dans le Grand Bien vous fasse. fasse. Ouais. Ouais, exactement. Tout à ouais. fait. Easy. Pour dire à quel point aujourd'hui le jeu prend de plus en plus d'importance. Exactement. Et sinon, moi je vais vous présenter Très Futé, un jeu plutôt malin. Ok. Tu vas y Qui arriver. porte bien son nom. À tes côtés, il y a Damien. Bonsoir à Bonsoir. tous. Damien, ce soir, y aura-t-il du courrier des auditeurs? Oui, on a reçu pas mal de courriers pour notre invité, donc je vais lui lire tout ça tout à l'heure. Ok, on a hâte ou pas. Ah, on va voir. Il y a aussi Talmo. Ça va Talmo? Ça va très bien, bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir, le seul homme cultivé un petit peu de toute cette bande, celui qui sait lire. C'est du parce moins. que moi je vais pas à Cannes et que je me tape des séries pendant ce temps-là, donc j'en ai profité pour finir la série des Watchmen et je vais vous parler un petit peu de cette série, mais surtout de l'extraordinaire BD qui est à l'origine des Watchmen et d'Alan Moore. Ok, on a hâte de tout ça. Alors vous avez remarqué, j'ai fait une vanne sur chaque personne que j'ai présentée. Je ne me permettrai pas d'en faire une sur Julien, car quand même, vu sa carrure et vu ce qu'il représente, j'aurais trop peur Et de vu prendre ce qu'il a amené, un coup de hache ou d'épée à travers la tronche, puisque Julien est venu nous présenter son association qui s'appelle le Clan Nordman, une association donc de quoi? Comme il y a des associations de villages médiévaux, vous vivez en fait comme les Vikings, c'est ça? C'est bien ça, en fait, on fait un peu de la reconstitution de la vie des Vikings sur le camp, donc avec des combats. Parfois on fait même du cochon à la broche. On fait un peu de tout, on tire à l'arc, plein de choses. Plein de choses. On va voir assez varié. justement un petit peu ce que vous faites quand vous faites des reconstitutions, comment vivaient les Vikings et tout ce que l'on peut présenter. Mais ici dans l'émission, avant de commencer, il est de coutume, depuis maintenant 8 ans, de faire un jeu en direct. Un jeu, on l'a dit, qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires. Hein. Cette année, ils sont 2. On a Croque-Jeu à Brest et Sortilège à Vannes. Et grâce à eux, on a des jeux qu'on peut présenter à l'antenne, des jeux un petit peu radiophoniques. Là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Trap Words. Alors Trap Words, c'est un jeu de Yann Brezina, Martin Brabralek et Michal Heron Tsiroki. Alors au niveau des noms, ça sonne un petit peu effectivement peut-être finlandais ou dans ces mondes-là. On reste dans le thème parce que j'ai l'impression qu'ils viennent du Nord. C'est illustré par Régis Torres. Lui, on le connaît un petit peu plus. Il a fait les illustrations de King of Tokyo, Dungeon Academy, Forestia ou Deep Blue justement.
Le jeu Trap Words est édité par Yellow, c'est pour 4 à 12 joueurs, on peut y jouer beaucoup parce que ça va être un jeu par équipe à partir de 10 ans. Et des parties plutôt rapides, ils disent une demi-heure, mais en fait vous allez voir, on peut juguler le temps qu'on veut, puisque la durée va dépendre du nombre de cases que l'on pose sur la table. C'est une ambiance un petit peu médiévale dans Trap Words, puisqu'en fait 2 équipes d'aventuriers vont partir à l'assaut d'un donjon, et il va falloir traverser comme ça une succession de salles pour arriver jusqu'au boss et pour pouvoir le vaincre. Pour progresser dans le donjon et passer d'une salle à l'autre, il va suffire de faire deviner un mot à son coéquipier. On a un mot à faire deviner. Et un peu dans le principe de tabou, ça veut dire que je vais pouvoir dire tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête pour essayer de faire deviner. Si je dois faire deviner concombre, je vais pouvoir dire que c'est un fruit, que c'est vert, et tout ce que je veux, en sachant que par contre, suivant la salle, les salles vont être de plus en plus difficiles. L'équipe adverse, en connaissance du mot que tu devras faire deviner, aura noté des mots pièges en fait. En disant, je suis sûr que s'il doit faire deviner concombre, il va dire que c'est un légume. Donc, eux, ils ont préparé une liste de mots pièges. Et si tu tombes dedans, effectivement, bam, tu n'avances pas, tu restes coincé à ton niveau. Et les autres pourront avancer s'ils trouvent. Alexis, du coup, là, c'est un légume ou c'est un fruit? Le concombre? Oui. Ouais. Parce que tu as dit les deux, en fait. C'est vrai? Oui. Non. Si. On va demander le replay, le ralenti. Eh ben, justement, c'est pour brouiller les pistes, pour éviter les. Non, je pense que c'est. Il y a la communauté Facebook qui va aller checker. C'est ça. Mais en fait, la difficulté, elle est là, elle est de se dire, si je dois faire deviner ça, est-ce que je fais deviner facilement ou est-ce que je note des trucs difficiles en me disant que le côté facile va être choisi. Donc, la première salle, on a ça veut dire qu'on va faire un mot piège. Donc la difficulté est moins grande. Puis au fur et à mesure de la progression, on peut monter comme ça jusqu'à 9 mots pièges. Et puis si jamais on n'arrive pas à trouver, parce que le but c'est quand même d'avancer, si on ne peut pas parcourir ce donjon, changer de salle, le grand boss du donjon, lui, de toute façon, personne n'avance, avancera vers nous pour finalement venir à la confrontation. La confrontation, c'est simple, ça sera la même chose. Un mot à deviner en présence du boss, sauf que quand le boss est là, il y a une petite complication en plus, c'est-à-dire lui il a un petit pouvoir qui va venir chambouler le cours du jeu. Au cours de la partie, si on veut l'agrémenter, il faut savoir qu'il y a plusieurs boss différents, donc plusieurs pouvoirs, que chaque boss a 2 pouvoirs qu'on peut réajuster, et qu'on peut aussi mettre en place des malédictions au milieu de parcours, comme ça quand on arrive, si quelqu'un prend trop d'avance, ça lui permet c'est des petits gages en fait, des petites façons de faire deviner. Nous on va faire la version très simple pour commencer. Alors je ne vous cache pas que ça demande un petit peu de préparation. On l'a fait en amont pour éviter toutes les pannes. Donc vous avez des mots à faire deviner. Vous avez trouvé vos mots. Je vais vous demander de passer votre premier grimoire. C'est nous qui commençons alors? Alors non, on va le passer à Yann et Damien. Ouais. Et c'est eux qui vont commencer. Ouais, mais tu vas... Alors Yann, tu vas faire deviner à Damien le mot que tu vois inscrit dans ton grimoire. Mais attention, il y a un mot piège. Il ne faut pas déclencher ce piège. Je ne regarde pas. Ok. C'est parti? Oui, c'est parti. Donc c'est un moment de la journée. Le matin, le soir, le midi, l'après-midi. Il a le droit de poser des questions comme ça? Non, il fait des propositions. La nuit. La nuit, c'est ça. Le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, ok, 4. On a le droit à 5 propositions. Ah oui, pardon. Donc tu as eu chaud, effectivement, parce que tu aurais pu te lancer comme ça. Et on a le temps du sablier pour faire deviner, ce qui met un petit peu plus de pression quand on voit que l'autre n'est pas loin mais n'y arrive pas. Le bol, ils savaient même pas, mais le bol, ça se voit dans leurs yeux. Tout pile poil, mais voilà. Vous, imaginons que vous êtes l'équipe bleue, vous arrivez à avancer. Nous, juste pour dire, nous, le mot qu'on avait choisi, c'était le mot noir. En disant, pour décrire la nuit, il va forcément dire noir, et non, t'as pas dit noir. C'est ça. Bon, moi, je pensais bravo. à l'étoile, lune, enfin, il y a plein de choses, mais vous n'êtes pas tombé dedans. Tiens, on vous rend votre petit grimoire. Hein. Ouais, merci. Et nous, on va prendre le vôtre. Enfin, on vous le laisse dans la salle. Et là, tu as en un mot que tu vas essayer de faire deviner à Julien. Okay. Attention, tu peux dire donc tout ce que tu veux. Julien, tu n'as droit qu'à 5 propositions dans le temps du sablier et il y a un mot interdit. Peut-être que tu as le mot tombera dedans. Un mot piège. On hurle si. Ouais, vous hurlez. Ouais, alors attention, on est à la radio. Hein. Faites pas peur aux gens qui n'aient pas d'accident s'ils nous écoutent dans leur voiture. Mais vous dites que oui, voilà, que c'est le mot piège. Faites le bruit d'une boule de feu. Tu sais, tu fais ça des fois là, quand tu es là, bien bourré avec ton jean et ton briquet. Bah, tu fais pareil. Ah ouais. T'es prêt, t'as le mot? Ouais, je suis prêt. Donc c'est parti. C'est quelque chose sur lequel on pose ses fesses
Et il y a une très célèbre série télé dont tu as parlé tout à l'heure qui contient ce mot dans le titre. Un trône. Bien joué. Tu vois, tu vois. Il a même pas évoqué le... Non, il n'a pas évoqué le mot. Ouais. Nous, on peut dire le mot. Ah oui, bien sûr. Le mot interdit était roi. Ouais. Voilà. Pas mal. Ça, je savais que tu n'allais pas mettre fesses. Donc on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc là, Non, vous oui, avez... parce que c'est la première partie, mais je pense qu'à la deuxième, on se lâcherait un peu plus. Vous avez tous les deux progressé d'une case, vous vous rapprochez donc du boss. Vous êtes maintenant dans la deuxième salle. Et là, c'est une salle à 3 mots pièges. Alors attention. Damien, tu dois faire deviner ça à Yann. Mais il y a 3 mots pièges cette fois-ci dans la salle. Alors, Yann, écoute-moi bien. Est-ce qu'on met le sablier ? Oui, bien sûr. Ouais. Si ça vous aide. Oui. Bah oui, quand même. C'est parti. Alors, c'est une profession qu'on peut trouver dans un supermarché. Tu sais, les... Caissier ? Non, mais on le trouve ailleurs aussi. Ah. Non, caissier, je note une proposition. On le trouve D'accord. ailleurs. Voilà, on le trouve, tu sais, pour faire plus naturel, va y avoir le boulanger. Ah oui. Et celui qui. Alors, il va y avoir le boucher ? Oui. Ah la vache, comment il a content. C'est bien, hein. Il passe de ça, case. Damien, ça te démangeait de dire viande. Hein. Ah mais oui, alors si t'as envie de dire viande, si je dis bidoche dans ces cas-là, est-ce que ça compte quand même? Ah bah non, c'est bon. C'est bon si tu penses à bidoche. Ouais. Les mots qu'ils avaient notés, j'allais partir sur la vache directement, en fait, celui qui découpe la vache. On va parler à la Audiard alors. Ouais. Parce que les mots interdits là, c'était viande, découpée et steak. Ok. Donc à vous, vous avez vous aussi votre grimoire à oui, transmettre. pardon. Alors on est sur le 3, on avait choisi qui vous vous gourrez pas parce que sinon il peut dire ce qu'il veut, il n'y aura jamais de piège. Voilà, c'est bon. Alors on vous passe celui-ci. Cette fois-ci je te le donne, Julien. Tu peux dire ce que tu veux pour faire deviner ça. Et attention, il y a 3 mots pièges. C'est parti. Viking. Mot piège. C'était sûr. Je m'en doutais. C'était sûr. Évidemment. Ça a été un petit peu choisi pour ça. Ouais. Ah, ils ont fait exprès. Ouais. Bon. Puisque le mot à choisir, t'aurais dit quoi, toi? Ah bah non, mais après on va retomber dessus, il faut pas que je devine encore. Non, tu vas avoir celui-là. T'auras une autre carte en fait. Ah, j'aurai une autre carte. Oui. Parce qu'ils l'ont pas préparé. Mais... Si, ils en ont préparé d'autres. Ah. Ouais. Qu'est-ce Donc que là, j'aurais dit dit quoi? comme... Il a dit Viking, ouais. Drakkar. Non. Non. Toi, Alex, tu. Moi, j'ai vu. Ouais, moi, je sais pas. Viking, non, mais c'était pour savoir ce qui te serait venu à l'esprit, mais. Je voulais rester dans le thème. Non, mais complètement. Mais je pense que c'est pour ça. Ils ont fait exprès de choisir. Bah oui. Le mot, c'était barbare. Fallait dire Conan. Vous l'aviez noté aussi? Ah non. Non, ah non. Ah, bande de moules. On avait mis viking, peuple et sauvage. Alors, non, mais bien sûr que. vous allez pas vous faire des pas des sauvages, les barbares. De toute façon, Julien nous indiquera tout ça ensuite. Et là, vous allez vous prendre un coup d'épée dans la tronche. Alors, mais on donc, pensait que c'était Talmo qui allait faire deviner. Talmo, ça, c'est pour. Il est plus France pour Yann, Inter votre que. troisième carte. Attention, cette fois-ci, il y a 4 mots pièges. Attention. Waouh. Les nains ne m'aiment pas du tout. Les quoi? Les nains ne m'aiment pas du tout. Les hautes herbes. Non, je suis un personnage. Les orties. Un elfe. Voilà. Oh là là. Alors Ah ouais, non, pâté. bravo. Hein. C'était ça. Et alors, je pense que dans les mots interdits, ils ont tout mis sauf ça, quoi. Tu vois, ça. Ils ont dû mettre saucisson. Moi, je vais te dire ce qu'on a mis. On a mis oreille, forcément. Ouais. Forêt, forêt et brocéliande. Ah, Eh ouais, et quand ça même. m'est bien sorti. Mais j'ai attaqué ça sous un ordre, tu vois, sous un autre angle. Pas pour décrire la chose à trouver, Pour faire une mais référence. quelque chose qui est un rapport. Ouais. Mais c'est ça, on force, on stresse vraiment à se dire qu'est-ce qu'ils ont mis. C'est à moi alors, du coup. C'est à toi. Et donc on est sur les 3 premiers. Ouais. Alors. Quand tu veux. Alors, tu toi, veux. voilà, il y a toujours 3 mots pièges pour vous. Alors, retourne. C'est parti. Alors, c'est ce qu'on tient dans la main Rigole quand pas. on est assis sur le fauteuil dont on parlait jusqu'avant. On tient un objet dans sa main qui est symbole de pouvoir. Symbole ou pouvoir?
pouvoir. Les deux. Les deux. Et non, c'était objet. Alors, bâton, pouvoir, roi et pharaon. On vous avait mis comme mot interdit. Ouais. Pas mal. C'était sceptre. C'était sceptre. Ouais. Alors, cette fois-ci, vous êtes en présence du vampire. Ah, vous êtes dans la salle du boss. Excellent. Si vous trouvez le mot, vous l'emportez. Mais le boss a un petit pouvoir, C'est le dernier. comme je vous l'ai dit, c'est que là, votre équipe va pouvoir faire autant de propositions qu'elle le souhaite. Donc, la personne qui doit trouver, en l'occurrence toi Yann, tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. très bien. Mais attention, tu peux aussi activer les mots pièges. Si tu fais une proposition, si tu dis le mot piège, Ah oui, ok. ça le déclenche. D'accord, très bien. C'est à Damien. C'est à moi. Hop. Et par contre, il y a 5 mots pièges. Vous êtes dans la salle. Attention. Alors, t'es comment niveau discographie d'Enrico Macias? Allez, c'est parti. Pas terrible. Bon, Eh, alors, on mais va ils faire ont autrement. commencé avant là. On va Allez-y. faire différemment. Il a essayé de me piéger, j'avais pas compris qu'il avait commencé. On va dire que c'est une personne en haillon qui va quémander. Alors, un SDF Ouais, mais on est au Moyen-Âge, tu vois. un mendiant. Ouais. Exactement, alors vous êtes passé. Pauvre vraiment à côté. gueux au bol, rue Pancarte. Voilà. Alors, je tiens à dire que si on avait un grand chef au-dessus, il m'aurait buzzé parce que j'ai dit quémander. Et c'est peut-être la même famille, mendiant, quémandé. Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Peut-être ça, moi je n'ai pas buzzé, ça ne m'a pas choqué, mais voilà. Donc d'ailleurs, Trapworld, on les appelait les quémandeurs ou les ils ont un mot quémandiants. encore à trouver, non, c'est fini. Non, c'est fini. D'accord. En fait, la partie s'arrête, vous avez réussi à vaincre le boss, c'est vous les rois du donjon. Vous voyez, on peut faire comme ça, on peut faire un donjon beaucoup plus long, puisque je vous l'ai dit, ça part de 1, ça va jusqu'à 9 mots pièges. Voilà. Quand on se connaît, là on savait que c'était pour la radio, donc on a fait des trucs un peu light, c'est-à-dire qu'on se doutait que... Mais quand on se connaît, on n'hésite pas à aller dans des trucs, à faire des sentiers détournés, à se dire tiens, je sais qui va passer par là. Après 1 ou 2 parties, on voit aussi un petit peu l'esprit des gens, on se dit bon bah je vois bien comment pense Damien, on tu vois, fait Enrico Macias, tout ça, donc paf, des directement. références à des mots qui ont déjà été devinés. C'est ça. Tu sais. Exactement. Donc il y a moyen de bien rigoler pour un mot de, on va dire, pour un jeu de mots à trouver. Il y a du matériel puisque tout le monde peut s'identifier. On voit où on est dans le donjon, on peut avancer. Comme je l'ai dit, il y a des malédictions, donc des gages qui peuvent venir s'ajouter pour empêcher les autres de progresser plus vite. Donc c'est un petit jeu d'ambiance. Beaucoup de plaisir. Moi j'ai eu beaucoup de Exactement. plaisir. Après, je pense Plus que malin. ça va être très frustrant quand on perd. justement, Oui, on perd. je te Voilà, à mon avis. Je confirme. Mais j'aime bien, c'est très malin et puis c'est vrai que c'est. Mais là, on a préparé aussi très vite les mots. Hein. L'idée, c'est que normalement, on prenne le temps, que l'équipe soit plus grande. Là, on jouait à 2, mais si on a une grande équipe, on peut jouer à 12, 6 et 6, et tout le monde peut y aller. Et là, on a plus aussi de Question, Alex. De diversité, oui. À partir de quel âge? Ils disent à partir de quel âge? Ils disent et à toi, partir de 8 ans. t'as testé avec tes filles un peu pour... Non, celui-là, j'ai pas testé avec mes filles, j'ai testé qu'avec des copains. Ils disent à partir de 8 ans. Mes filles seraient dans le thème et je pense que les enfants ont pas de mal à faire deviner un mot sans le dire. Par contre, à donner 5 mots qui sont associés à celui qu'il faut faire deviner, c'est peut-être un peu difficile. Non, je sais pas. Alors à tester, on pourra le faire parce que moi j'aurais pensé l'inverse. Que autant ils peuvent trouver des mots, mais que ne pas réussir à détourner le chemin pour faire deviner le mot, c'était peut-être plus difficile. Tu vois, de faire deviner nuit sans dire c'est noir, il y a des étoiles et la lune. Pour moi, c'est plus dur. Non, mais t'as raison. Mais à voir. En tout cas, voilà, il y a 2 façons de jouer. Sur chaque carte, il y a 10 mots. Les mots en fait sont soit contemporains, parce qu'il y a des grimoires contemporains, soit médiévaux, suivant les grimoires, ce qui fait une grosse rejouabilité. Les cartes sont recto verso. Enfin voilà, c'est vraiment excellent. Puis si jamais on en a marre, on peut faire aussi ses propres mots. C'est un jeu que je vois souvent partir dans les boutiques. Hein. Il rencontre plutôt un certain succès aussi. Hein, oui, il faisait déjà un petit peu parler de lui avant son édition française, parce qu'il avait déjà eu un petit succès. Enfin, les gens aimaient bien en jeu de mots. Et depuis qu'il arrive en France, il fait partie de ces jeux qui passent bien. Moi, je l'ai découvert, la sortie était il y a 1 an, pile, puisque c'était pour Cannes l'année dernière. D'accord. La typo, elle vous fait pas penser à quelque chose? À quoi? Small World? Ouais. Un
petit peu. Hein. Je vois le côté un peu comment briller en société en créant des magouilles là. Ouais, mais seuls les vrais sachent. Attention. En tout cas, nous, ce qu'on sait et ce dont on est sûr, c'est que c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Tout à fait. Et en l'honneur de notre jeu, on va écouter Pink Floyd qui vont nous chanter Lost for Words. Vous êtes toujours dans Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'1 minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deluds.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deluds se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et on vient d'écouter Pink Floyd qui nous ont chanté Lost for Words. On a bien joué dans Des Luds. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Tout à fait, c'est le moment de se tourner vers notre invité. Notre invité du jour, c'est Julien. Julien qui vient nous parler du clan Nordman, qui est une association en fait, une association de reconstitution de vie viking, c'est ça ? Oui, de reconstitution, mais d'évocation surtout. D'accord. Bon, je préfère préciser parce que on ne fait pas que de l'historique dans nos tenues, dans ce qu'on fait, dans nos pratiques. Donc on fait un peu de tout. On tourne beaucoup dans les festivals médiévaux, donc on se retrouve avec des croisés, avec des templiers, on se retrouve un peu tout. N'est pas que ça frite un peu. Ça frite, ça frite. C'est là dernièrement sur Montfort, on s'est frité avec des croisés, même si dans l'histoire on s'est pas rencontrés. Ouais, c'est la question que j'allais poser. Tout le monde est accepté sur un festival médiéval. Il n'y a pas de festival du haut Moyen Âge ou du bas Moyen Âge. En règle générale, on va dire que tant qu'un peuple a fait partie du Moyen Âge, il est accepté. Tant que c'est pas de la reconstitution pure, oui. Tant que c'est ce qu'on appelle des mets dans le jargon, des mets, tout le monde est accepté, il n'y a pas de souci, peu importe les époques, quoi. Et c'est qui les plus coriaces ? Les Templiers, les Croisés, les Vikings. Ah ouais, bah oui, forcément. Non, je suis pas chauvin. Non, après, les armes leurs armes et les nôtres sont différentes. Les Croisés ont des épées plus longues, par exemple. J'en ai fait les frais. Mais après, c'est une question de motivation et de se donner à fond pendant les combats, quoi. Alors, votre association, le clan Nordman, elle a été créée quand ? Le 15 janvier 2019. 2019, donc elle est assez... vous êtes tout jeune. Ouais, oui, tout récente. C'est ça. Ça fait 14 mois quoi, qu'on existe. T'en es... à la base, t'en es l'instigateur ou... Avec ma compagne, on a eu l'idée de créer cet asso parce que au départ j'en cherchais une pour m'intégrer dans une asso en fait. Et quand j'ai recherché un peu sur internet, il y avait rien, on a trouvé personne dans le coin. Donc j'ai dit je vais créer ma propre asso comme ça. Et puis de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait, mais ils sont pas très publics, ils sont pas très c'est ça. Donc voilà, mais depuis longtemps, je voulais de toute façon faire quelque chose dans le médiéval. Dans le médiéval ou précisément côté viking en fait Jeune, je me suis intéressé à pas mal de choses en fait. Les Templiers m'ont intéressé, mais les Croisés aussi. On peut même aller dans l'Antiquité, même les Romains, tout ça. C'est une passion pour l'histoire quand même au départ, un petit peu. Oui, tout à fait. Tout ce qui est... mais bon, ça s'arrête 15e maximum, le 15e siècle. Après, tout ce qui est au-delà du 15e, ça m'a jamais intéressé. D'accord. C'est vraiment tout ce qui est surtout féodal, médiéval, époque carolingienne, on va dire du 5e siècle au 15e, on va dire grand maximum, quoi. Et j'aimais bien tout ce qui s'est déroulé à cette époque, quoi, en fait, la vie des gens à l'époque surtout.
Et voilà, après je me suis beaucoup plus intéressé aux Vikings et aux Celtes un peu plus tard. Et puis après, ça a été les Vikings en fait que j'ai choisi parce que leur mode de vie, leur tradition, leurs croyances, tout ça me plaisait plus que le reste en fait. Et ça t'a donné envie de vivre un petit peu à la mode Viking du coup, alors de faire cette expérience-là. C'est ça. Et donc pour ça, vous faites, je veux dire, il y a tout un truc, enfin il n'y a pas que s'habiller, se costumer, je pense qu'il y a aussi peut-être la nourriture, des choses comme ça. Est-ce que vous allez jusque-là ? Oui. Après, on peut pas tout le temps le faire partout parce que par rapport aux normes d'hygiène ou tout ça, on peut pas non plus faire certaines choses, quoi. Voilà. Mais oui, on essaie de. Sacrifice, tout ça. Voilà, par exemple. Oh, une vache, tiens. La Et sécu si à gueule, à chaque les gars, vous pensez comme moi? Non, mais bon, après, je veux dire, c'est vrai c'est les métiers aussi là chez nous. On en a un qui va essayer de forger. Donc, on a reçu un forgeron viking d'ailleurs dans l'émission il y a quelques temps de ça. Ah oui, Stig. Oui. Ouais. D'accord. Oui, voilà. Peut-être que tu connais Non. un compatriote à toi. Non, justement, à une époque, on en cherchait un, et puis en fait, j'ai un de mes gars qui s'est dit pourquoi pas moi, je vais m'y mettre, ça le tente. Et il s'est mis à la forge. Et déjà, il va s'équiper. Déjà, il lui faut une enclume, il lui faut un peu de matos, quoi. Et puis, il voudrait le faire vraiment avec se faire un four en terre et tout chez lui. Carrément, en terre cuite, quoi, du coup. Pour, Parce que quand vous vous présentez comme ça sur un med, comme tu dis, quand vous montez votre campement, tout le monde a un rôle précis ? Alors chez nous, non. C'est un peu... c'est ça. Moi, je laisse un peu de liberté à tout le monde. Ils font un peu ce qu'ils veulent et en effet, chacun prend sa propre initiative de faire quelque chose et ça se passe souvent même très bien. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui fera la nourriture, le même qui fera... Normalement non, mais là on vient justement d'avoir un cuisinier ici au mois de novembre qui vient d'arriver chez nous et je pense que du coup c'est lui qui fera la tambouille. Donc voilà. Parce que c'est lui même qui l'a demandé, il a dit après tout c'est mon métier, ça me plairait de faire ça, donc mais après sinon avant tout le monde s'y affairait. Ça tournait et tout le monde mettait la main à la pâte. C'est ça. On mange quoi quand on est un viking ? Historiquement, on va dire, ils étaient beaucoup volailles, poissons, cochons, ils en avaient aussi. Après les vaches, tout ça, tout ce qui est bœuf et tout, il y en avait beaucoup moins quand même parce que les pays scandinaves, on sait que c'est réputé pour avoir de la neige et très peu de pâturage, du coup pas longtemps en tout cas. Donc mais c'est principalement c'est ça qu'on mangeait quoi, beaucoup plus tout ce qui venait de la mer. Vous êtes combien dans l'assaut ? Là actuellement nous sommes 6. Donc vous avez votre campement, 6 tentes, petit bivouac. Non, on est à 5 tentes, on est 5 tentes parce que moi avec ma compagne on en fait partie, donc on est 6 avec ma compagne, donc nous on dort 2 dans la même tente, elle fait pas chambre à part. Et après chacun a ramené sa petite tente, donc ouais on est à 5 tentes. Et hormis ce que quand vous arrivez, ce que les gens vous préconisent, tu parlais, on peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a il y a la sécu, il y a toutes les normes maintenant. Mais est-ce que votre envie en arrivant, c'est d'essayer d'être au plus proche d'une vérité historique, ou est-ce que vous êtes quand même assez libre de vous dire on prend des libertés, on prend que ce qui nous arrange, que ce qui nous plaît là-dedans? Ouais, plutôt ça. On prend plutôt des libertés. On essaie quand même de pas oublier l'histoire quand même, bien parce sûr. Que elle est là. Mais je veux dire, comme les chaussures, en fait, les chaussures vikings historiques, par exemple, les semelles sont en cuir. Faire un combat avec des semelles en cuir, c'est impossible. Donc on est obligé de s'adapter aussi par rapport à ce qu'on fait. Bien donc sûr. On peut pas tout avoir d'historique. Le casque est historique, l'épée est historique. La tunique, pour la couleur, peut-être pas, mais c'est historique. Les pèlerines, ça se dispute un petit peu en disant qu'ils en avaient. Il y en a qui disent qu'ils en avaient pas, mais bon... pas vraiment dessus. Enfin, moi donc, de connaître quelqu'un de l'époque... étant donné qu'il y a 1000 ans, tout a moisi depuis, le métal, on peut en trouver, mais tout ce qui est peau, tissu, on en trouve beaucoup moins, ce qui paraît logique, quoi. Donc, je veux dire, après ça... Enfin, ça paraît très surprenant que dans un pays scandinave... qu'ils aient pas de fourrure pour se réchauffer. Enfin, je trouverais ça
surprenant. Ils aient trouvé autre chose peut-être, mais. Non. Enfin, on n'a jamais fait mieux que la fourrure pour se tenir. Les polaires qu'ils jouaient à l'époque. Peut-être qu'ils en avaient chez eux quand ils étaient dans le froid, mais quand ils venaient en France pour envahir, ils enlevaient la pèlerine et puis voilà, ils étaient en bras de chemise, quoi. Ouais, Yann, on n'a pas trouvé mieux que la pelure. Moi, j'ai un chauffage, j'ai une chaudière. Je suis très content. C'est mieux qu'une pelure. Donc depuis, si, on a trouvé. Mais à l'époque, peut-être pas, effectivement. Voilà. Bon, après. Quand on va sur un mètre, comme tu dis, et que vous vous installez, ça dure des fois plusieurs jours, voire un week-end, ou voire même plus. Globalement, on y fait quoi? Comment on passe son temps quand on est là-bas, quand on arrive et qu'on a fini de s'installer? On boit et on mange beaucoup, déjà. De fait d'aller se friter avec les autres. C'est ça. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît bien, moi. C'est ça, tu dois avoir un peu des gènes vikings. Ouais, je pense. Non, disons que on organise un peu une vie de camp. Alors ça dépend en fait des organisateurs. En fait, il y en a qui veulent qu'on fasse des choses le matin, comme des combats. Alors parfois c'est des combats juste entre nous, donc entre les adhérents du clan. Et parfois c'est avec des autres associations qui sont là. Donc ça peut être des croisés, on fait des prises de tours, des prises d'église. Et c'est des jeux? Est-ce que c'est du jeu grandeur nature en fait, ou on est plus dans une reconstitution à ce moment-là? Étant donné que justement ceux qu'on rencontre la plupart du temps, historiquement, on les a pas rencontrés, on parlera pas de reconstitution. En plus c'est du combat chorégraphié. Donc parce que nous on fait les deux, on fait du combat chorégraphié et on fait aussi du combat lourd, qui n'a rien à voir. Et là on ne le fait pas avec des gens avec qui on s'entraîne jamais. Normal. Madame, monsieur, approchez. Venez. Bon. Désolé. Ça peut arriver. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est vrai qu'entre nous, avec les gars, nous, parfois, on fait du lourd, donc ça tape fort. Hein, on lésine pas, quoi. Et puis bon, après, quand on rencontre d'autres associations, eux, on fait une petite choré qu'on révise un petit peu avant le spectacle, 10 spectacles pour le public, quoi. Donc on fait une petite révision avant pour pas se blesser justement et pour que ça reste aussi correct. Puis le combat chorégraphique est plus joli à regarder. Et là aussi il y a une part de recherche, toi qui disais que tu aimais l'histoire à la base. Est-ce que ça vous donne envie de vous documenter davantage, ou est-ce que des fois vous trouvez quelque chose en disant regarde, j'ai découvert que peut-être il pratiquait tel ou tel sport ou telle forme de combat, on devrait essayer, on devrait se pencher dessus et en apprendre un peu plus, quoi? Oui, en fait, on s'est déjà remis en question justement sur les boucliers, parce que les boucliers vikings, en fait, ils avaient une prise, la partie en métal là, qu'on appelle le umbo, en fait, était fait pour protéger la main. Donc en fait, à la base, derrière, c'est un trou, et on met la main dedans, et c'était tenu par une barre tout le long. Sauf que nous, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on prend des chocs sur les bords du bouclier, en fait, on les prend en pleine poire, on les prend. Donc en fait, ça va pas en fait. D'ailleurs, je me demande si les Vikings à l'époque, ils devaient bien galérer quand même, mais je pense. Donc je veux dire, nous, on les a mis plutôt un peu à l'européenne, quoi. Je veux dire, ça veut dire avec la poignée là et une sangle sur l'avant-bras, quoi. Un meilleur maintien, tout à fait. Donc extérieurement, on va dire qu'il est plus ou moins historique, mais bon, quand on regarde l'envers du décor, pas vraiment. On l'a adapté plutôt pour pouvoir être un peu plus à l'aise aussi, parce que c'est ça pour les combats. Ah puis oui, ça fait 10 kilos, donc aussi ça soulage aussi d'avoir la sangle qu'eux n'avaient pas, que tout se faisait dans le poignet. Mais ils étaient aussi certainement beaucoup plus fins aussi. Ils avaient des sacrés poignets, je pense aussi, quoi. Il y a beaucoup de légendes. En mer, quoi. Et peut-être que dans le combat, éventuellement, dans le vrai combat, il avait l'occasion de tuer la personne, donc il durait pas éternellement non plus. Alors que sur un combat chorégraphié, on va s'attendre à ce qu'il dure plus longtemps pour qu'il y ait du spectacle. C'est ça. D'où le fait que voilà, il y a aussi ça, ce côté, tu pouvais le tuer et avoir moins mal à la main parce qu'après tu posais ton bouclier. Et justement, tu dis que le bouclier faisait 10 kilos. La tenue, quand vous êtes habillé, est-ce qu'il y a un poids en fait, ça pèse combien? Parce que pareil, tout un week-end comme ça, quand nous on n'est pas habitués, puisque on le porte que de temps en temps, occasionnellement, eux à la longue, je pense que ils devaient avoir l'habitude, comme pour le bouclier. De toute façon, alors déjà pour ce qui est côte de maille, qui est la partie la plus lourde, ça peut peser pour les courtes entre 10 et 15 kilos. Une courte c'est 10 kilos, moi c'est une longue, c'est une 15 kilos. Moi au total je suis à 25 kilos. Donc quand j'ai le bouclier, le casque, tout l'attirail, je suis à 25 kilos de plus. On n'a pas encore à se plaindre par rapport à ceux qui sont plutôt 13e, 14e avec des armures intégrales qui là peuvent monter à 40 kilos.
Ouais, il y en a même parmi eux qui font de la gym, quoi. Enfin, pas vraiment de la gym, mais des courses, ils sautent par-dessus des trucs. Vous avez pas vu ce sport de courir en armure, là? Ah si, j'ai vu ça. Hein, t'as vu ça? Ouais, J'ai ouais, vu ça. Et en fait, c'est aussi des fans de reconstitution historique, mais c'est pour montrer aussi, c'est pour casser un petit peu l'idée reçue qu'en armure, t'es comme un bibendum. Il y a eu une course. Ils sont mine de rien assez agiles. Entre un homme en armure, donc reconstitution d'époque, et un GI en tenue de GI. Et le mec en armure, en fait, est arrivé premier. C'était le course avec, effectivement, il fallait passer en dessous, au-dessus, style American Warrior. Mais donc l'US Navy a revu toute sa commande de ils ont gilets commandé pare-balles, plein de métal, ils refont des armures de plate. Donc il lâche plus personne dans la mer. Le forgeron aura peut-être du boulot, donc dans ces cas-là, si l'armée américaine repasse des commandes c'est ça. de côte de maille. Et qu'est-ce que quand il n'y a pas des reconstitutions, vous vous entraînez, tu nous disais, donc vous faites pas mal d'escrime, j'imagine. C'est de l'escrime? C'est de l'escrime médiéval, plus ou moins, c'est ça. Médiéval. C'est ça. Est-ce que vous voyez aussi pour préparer le campement, construire des trucs, bâtir un drakkar, que sais-je, vous devez avoir des projets communs qui vous animent pour l'association? Bah alors, c'est bien que tu parles de drakkar, parce qu'on va en avoir un dans pas longtemps qu'on va récupérer. Alors, c'est pas un flottant, hein, bien sûr, c'est pas un vrai. C'est un drakkar que le comité de fête de Saint-Malo-du-Baignon, en fait, ils vont s'en servir pour un carnaval qu'on va faire à Plohermel là bientôt. Et ils nous ont demandé de venir les aider à préparer ça, parce qu'ils avaient pris le thème viking et ils y connaissaient pas grand-chose. Donc ils nous ont demandé en fait de venir les aider, et puis en cadeau, ils nous le refilent. Donc on va se retrouver avec un drakkar de 8 mètres. Excellent. Un cadeau un peu empoisonné parce qu'on sait pas trop où le mettre, mais à l'arrière de la voiture comme la caravane, c'est pour. C'est ça. Mais bon, un château qui aurait des dépendances, et puis qui fait des reconstitutions dans le coin, peut-être, je sais pas. Oui. J'essaye d'aider. Oui, j'avoue que si j'avais un drakkar de 8 c'est une idée mètres. comme une autre. Non, mais bon, c'est vrai que là, on va se retrouver justement avec ce drakkar. Donc, bon, bien sûr, il est pas flottant, il est pas vrai. Donc, ils ont essayé quand même de s'approcher, en tout cas, au niveau de sa structure, de loin, on dirait un vrai, quoi. Mais bon, nous, il nous servira plus pour faire justement quand on simulera de descendre du drakkar pour aller prendre la tour. Parce parfois on est filmé, ils filment ça avec des drones sur les mètres, donc on fait des petits montages, des petits films en fait, et donc du coup il nous servira à ça, les gens peuvent venir prendre des photos dedans, il a les voiles, il y a les rames, il y a vraiment tout dedans quand même, ils ont essayé de se rapprocher de la réalité, quoi. Donc normalement au mois de juin ça sera le nôtre, hein, normalement, donc voilà. Mais après on construit, là on a une table de feu que moi-même j'ai construit. C'est quoi une table de feu? En fait, c'est une table de feu, c'est pour faire du feu, comme ça dit. En fait, c'est pour cuisiner et c'est pour mettre surtout le feu hors sol. Donc, on peut la faire à la taille qu'on a envie. Elle peut être très bien être à 30 cm du sol, comme on peut la faire un peu à 1m10, voilà, c'est ça. Et après, on a un portant au-dessus où on met une chaîne. C'est un barbecue, quoi. Un barbecue moyenâgeux, c'est ça. C'est pour faire dans les bateaux? C'était pour utiliser dans... Non, du tout, sur les camps. Donc, quand vous faites ce type de manifestation, quand vous allez sur un med et que vous produisez, quand vous vous installez, est-ce que c'est parce que c'est une passion et du coup vous faites ça, c'est du bénévolat, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se monnayer en fait? Est-ce que c'est des prestations payantes? Alors, tout dépend. Alors en fait, avec qui on travaille, il y a des organisateurs avec qui on est plus dans une relation amicale. Ça va dépendre du temps aussi et de ce qui est demandé peut-être? Non, même pas, parce qu'on fait d'abord ça par passion. Justement, l'idée n'est pas obligatoirement de s'enrichir ou d'enrichir l'association, c'est pas le but du tout. Après, si on nous demande sur certains événements, je veux dire, on peut éventuellement, oui, demander à se faire défrayer, par exemple. Donc ça reste toujours des sommes abordables. Et puis on peut aussi éventuellement se faire rémunérer parfois selon ce qu'on nous demande, quoi. Je veux dire, on nous a demandé pour des mariages, on a travaillé il n'y a pas longtemps pour M6 avec Norbert, le cuisinier. D'accord. Vous avez fait quoi En fait, on a fait un petit... La cuisine viking en fait, sur le moment, on a un peu halluciné. Norbert avec la cuisine et nous, les Vikings, on n'avait pas trop saisi le truc, en fait. Et puis, en fait, ils nous ont demandé de préparer, en fait, de faire une petite préparation juste avant pour sa nouvelle émission. En fait, Norbert
part en vadrouille, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, on a préparé ça au village de Lanmille. Et donc ça a duré, on y est bien resté 4-5 heures en fait, où on a fait, où ils ont filmé plusieurs scénettes, où on se faisait tirer dessus à l'arc, on faisait un mur de bouclier, donc Norbert était venu avec nous, donc c'était pour représenter en fait la Bretagne. Alors, les Vikings en Bretagne, ils ont été là 80 ans seulement, ils ont été là. Donc voilà, et en fait au départ ils voulaient des chevaliers, mais il n'y en avait pas de disponibles. Si tu tires à l'arc sur des meufs en bigouden, ça va vite se finir donc. C'est ça. Et puis en fait c'était pour revisiter le kick à farce en fait, plat régional apparemment parce que je suis pas breton donc voilà. Oui, c'est un truc bien gros pot-au-feu. Ouais, un pot-au-feu. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ça. Très bon. Ouais. J'aime bien. Il paraît que ça tient encore. Avec une sauce au beurre. En fait, je crois que j'en ai jamais mangé, mais je crois que dans un sac en toile, tu mets de la pâte à galette, mets de la farine, et ça fait un gros bloc comme ça qui va cuire dedans en fait. Tu coupes après comme du pain. Ça. Tu mets de la farine, un mélange de farine et d'œuf, je crois, et tu le fais bouillir dans le bouillon, quoi. Ouais, avec les légumes et tout, quoi. Et c'est le phare, on appelle ça. Et après, ça s'ouvre, tu coupes en tranches et tu le sers avec c'est délicieux. Mais ça donne fin à cette émission quand même. Ah bah ouais. Juste, tu disais tout à l'heure que au départ tu cherchais d'autres assos dans le coin, tu regardais si tu avais moyen d'en trouver, que tu étais intéressé par aussi tu t'étais intéressé aux croisés ou à d'autres peuples, on va dire moyenâgeux. Est-ce que tu avais déjà tenté avant les Vikings de pratiquer d'autres meds en fait, d'autres campements? Non, pas du tout. En fait, en tant que comme ça, j'allais sur des marchés médiévaux, mais juste pour me promener, pour regarder, mais jamais dans l'idée. Quand je l'ai créé, d'ailleurs, on a fait ça sur un coup de tête avec ma compagne, entre guillemets, et puis ça s'est fait comme ça. Mais ce que je me disais même à 40 ans, c'est dommage de l'avoir fait à 40 ans parce que. Pour les combats, je me rends compte que j'ai 40 ans. Ouais, c'est ça. Donc si j'avais fait ça il y a 10 ans, ça aurait été plus sympa. Mais bon, voilà. Bon, tout compte fait, peut-être avec une certaine maturité, peut-être. Voilà. Ça doit aider aussi. Le tout, c'est de l'avoir fait, en fait. Plus que... C'est ça. Mais au départ, non, j'étais plutôt dans le côté l'histoire, voir des films en relation avec ça aussi. J'aimais bien. Il y a eu ou alors des séries même comme Game of Thrones qui tournent beaucoup autour du Moyen-Âge, même s'il n'y a rien d'historique, c'est que c'est plus fantasy, c'est plus romancé, mais c'est ça. Il y a la série Viking notamment, et la série Viking qui est pas très historique mais qui est super bien faite, ouais, c'est ça, on peut le dire, très jolie. C'est ça, mais bon après voilà, donc oui, c'est ça quoi. En fait, je me suis lancé comme ça. Il y avait une envie de se mettre en scène aussi, de faire un spectacle pour justement un public. Ou c'était plus une démarche perso? Parce que au départ, aujourd'hui, vous en arrivez à un moment où finalement vous vous montrez aux gens. C'est ça. Et donc, est-ce que c'était l'idée des premières ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, c'était plus pour me faire plaisir au départ. Sur tous les combats, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gars d'ailleurs, parce que les gars, souvent, quand on leur disait, tu les cassais, quoi, c'est ça. Tu vas prendre des coups d'épée, tu vas prendre des coups de hache. Donc du coup, les gars, Et là, je te colle un pain. Ouais, ok, bon, non, mais on est plus que 5 dans l'assaut. Non mais c'est ça, c'est vrai que j'ai même eu une fille à l'époque qui était venue, elle n'a pas pu rester, c'est celle qui a eu le moins peur, qui m'a moins posé de questions, ça va faire mal, on va prendre des vrais coups, on se bat vraiment, alors que tous les gars à la fin, c'est vrai qu'à chaque fois tout de suite ils se posent vite des questions, ils sont plus trouillards quoi en fait. Vous battez avec ça, là, avec des épées quand même en acier, non tranchantes, elles sont non perforantes. Non perforantes, voilà c'est ça. Ouais. On est sur une vraie épée, mais avec un minimum de sécurité. Vous avez quoi. les sensations. C'est une épée à beurre. Authentiques, quoi. C'est ça. Ouais. Sauf que le beurre, c'est mes côtes. C'est ça. Alors, on a l'habitude dans l'émission de revenir plusieurs fois vers l'invité. Mais on est obligé de te délaisser quelques instants parce que, comme le disait Damien au début de l'émission, quand on a annoncé que le clan Nordman allait venir dans l'émission et tout ça, il y a beaucoup de gens qui a priori ont écrit, même si je doute qu'il ne l'ait pas fait tout seul, mais on va voir en tout cas ce
qu'on dit le billet des mais c'est auditeurs. vrai que ça fait de plus en plus parler, hein, les invités, tout ça, les gens sont accros. Faut dire quand même, figurez-vous qu'on parle quand même de plus en plus de notre émission. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais dans notre émission, on fait des émules. Et par là, je vous parle pas du logiciel qu'on utilisait pour voir des films avant leur sortie. D'ailleurs, en parlant de cinéma, ce matin, mon gamin qui est à fond dans les super-héros m'a dit ouais, ça serait chouette si on avait des rayons X. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'ils avaient disparu avec le dernier Vidéo Futur. Voilà, après cette blague que les moins de 20 ans ne pourront pas comprendre, donc mon gamin d'ailleurs en plus, revenons à nos moutons, hein, nos poules, nos cochons, on a dit, volailles, poissons, tout ça. Donc en cette période électorale, hein, tiens, on va revenir là-dessus aussi parce qu'on en parle souvent. Notre émission inspire aussi. Hein, la preuve avec cette lettre de Jérémy de Lorient en Dordogne. Jérémy est poissonnier ambulant sur les marchés. Il nous dit c'est dingue, on voit personne pendant 5 ans et d'un coup, 2 mois avant les élections, c'est le défilé, tous les candidats et leur équipe de campagne. Et ça défile. Et pour toujours avoir un bon mot derrière eux, jamais très loin, là, il y a un gars chargé de leur fournir une petite phrase qui fera mouche comme ça. Hein. Les mecs, ils font croire que ça vient du cœur alors qu'en fait, ils ont un auteur pour leur écrire leur discours. Un nègre, une plume, oui c'est ça fait 2 mois que c'est le défilé des élus et des auteurs, hein. Les marchés sont pleins d'élus et des plumes. Eh bien oui, Jérémy, c'est la rançon de notre gloire, hein, et le succès électoral, on le doit en grande partie à notre colistier d'animateur, Alexis. Hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'Alexis est en passe de devenir le futur maire de Serran. Hein. Bon, officiellement, il n'est pas en position éligible sur la liste néonazisme et fleurs des champs, mais certaines personnes mal intentionnées ont compris le danger qu'il représentait pour une certaine élite de l'ancien monde. Résultat, c'est à la mode, des vidéos sortent pour tenter de le discréditer. C'est mon ami, c'est mon client. Alors oui, mesdames et messieurs les jurés, je vais le défendre. Sur la vidéo qui tourne en ce moment sur internet, où on voit Alexis pratiquer l'onanisme, oui, contrairement à la rumeur, oui, sur la vidéo, c'est bien sa bite. Par contre, je tiens à rassurer sa famille, c'est pas sa main ni son aspirateur. Ceci étant, ce soir, nous recevons donc le clan Nordman. Est-ce qu'on prononce tous les D ? Oui. Alors, Nordman. Alors bon, certains sur le live Facebook se demandent qui est ce personnage avec ce drôle d'accoutrement. Alors en effet, j'ai ici un message de Mylène de Bayonne en Alsace qui suit la vidéo en direct et qui nous dit ceci: c'est fou comme il fait sérieux chez vous, le Normand. Sérieux mais beaucoup moins drôle que sur sa chaîne YouTube, le Normand fait des vidéos. Alors oui Mylène, bon bah si vous reconnaissez pas votre youtubeur favori chez nous ce soir, c'est que justement ce n'est pas lui. Hein. Certes, il arrive aux Normands de faire des vidéos, hein, comme chez nous ce soir, mais Julien n'est pas Norman Tavo. Hein. Bon après je peux comprendre que la situation porte parfois à confusion vu que le live des Ludes, hein, c'est en nombre de vues, c'est à peu près la même chose que les vidéos de Norman quand même. Et puis bon. Ouais. Normand, hein, qui peut dire où se situe vraiment la frontière, hein. Prenez le Mont-Saint-Michel, hein, on ne sait pas s'il est breton, s'il est normand lui aussi, et Nantes alors. Et puis bon, comment vous expliquer que par exemple Gérard Lenormand, le chanteur, il est né en Normandie, alors que François Lenormand, le député, lui, il est né à Saint-Malo. Et pourquoi André Breton, il est aussi né en Normandie. Bref, alors bon, il y en a d'autres comme ça, hein, qui ont eu des hallucinations auditives ce soir. Hein. J'ai Alicia de Dieppe dans le Var qui est à 2 doigts de porter plainte contre votre association. C'est aussi un petit peu la rançon de la gloire. Hein, Alicia était en pleine reconversion sentimentale, familiale, travail, tout ça. Et Alicia voulait tout changer. Et quoi de mieux qu'un stage d'observation de la nature mêlé de philosophie chinoise ancestrale pour se remettre les idées en place. Et c'est pour ça qu'Alicia était venue vous voir à la base. Alors Alicia, eh bien, si vous êtes passé de la permaculture, hein, et du paillage au pillage, hein, de l'ouverture d'esprit aux autres à l'ouverture de cage thoracique des autres, hein, du rallye raid à Dakar au raid en Drakkar, eh bien non Alicia, vous n'avez pas adopté la philosophie Yiking, hein, qui était votre projet de départ, mais bien la philosophie Viking. Alors bon, niveau reconversion, on va dire c'est réussi. Par contre, niveau relation de bon voisinage, malheureusement, on repassera. Donc je vais finir sur une note un peu plus joyeuse dans ce courrier des auditeurs, parce que un fax qui vient d'arriver à l'instant, Yann, merci de me le passer. Je vous le lis en même temps que je le découvre, hein. Chers auditeurs, après s'être présenté en champion de la précarité en promettant 0 SDF d'ici à la fin de l'année, champion de l'inclusion en promettant 0 enfant handicapé sans école d'ici à la rentrée prochaine, hein, ça je vous tiendrai au courant, champion de l'agriculture en promettant 0 pesticides d'ici à 2025, champion de l'écologie en promettant 0 plastique d'ici à 2040, Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République, s'engage à redorer la
grandeur économique de la France en maintenant le cap du productivisme. C'est pourquoi il a demandé aux députés de voter dès ce week-end une loi interdisant les associations culturelles de reconstitution historique en tout genre et ludique, forcément, source selon lui de procrastination. Excusez-moi, encore un fax. Donc la loi interdisant les associations ludiques a été votée dimanche à 4h du matin par 23 voix contre 1. Ça arrive. Alors, devant le tollé provoqué, Emmanuel Macron tient à assurer les associations de son entier soutien et se présente même comme le champion de la culture ludique française. Il estime en outre que la presse a très mal interprété ses propos et demande à l'ensemble de son gouvernement de se mobiliser en faveur du jeu de société. On avait mal compris une fois de plus. J'ai une dépêche qui vient de dire que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, propose de remplacer les appels d'offres pour les partenariats publics-privés par des parties de Welcome to Your Perfect Home. C'est pas bête ça, mais j'ai Marlène Schiappa, ministre de l'égalité femmes-hommes, qui exige qu'on remplace le titre Welcome to Your Perfect Home par Welcome to Your Perfect Femme. En pronostiquant sur son score municipal, le mathématicien Cédric Villani hésite à remplacer son affiche de campagne par Mysterium ou Abyss, deux jeux illustrés par Xavier Colette. Dans un souci d'égalité, Marlène Schiappa demande à ce qu'un des deux jeux soit crédité au nom de Colette Xavier et pas Xavier Colette. Oui, ce qui est plus équitable, je trouve. Qu'est-ce qu'on a encore là ? Olivier Véran, ministre de la Santé, qui propose de faire entrer Pandemic Legacy comme critère de sélection à la première année de médecine. C'est pas mal aussi, vu par les temps qui courent, je crois. Bon, Yann, s'il te plaît, débranche cette machine, parce que là, vraiment, elle commence à m'énerver. Là. J'en peux plus. Je sens bien qu'il était largement temps que notre marathon des enregistrements prenne fin. D'ailleurs, vous savez quoi ? Moi, je vais arrêter là pour ce soir et je vais en profiter de la pause musicale, pour aller piquer un petit roupillon. Merci beaucoup, Damien. Effectivement, on a bien fait de débrancher cette machine à fax et de laisser la place à la deuxième pause musicale dans l'émission. Oui, parce qu'après toutes ces informations, on va devoir un peu se reposer avec Alcaz qui vont nous chanter Marseille la nuit. Toujours dans Des ludes et des plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur Internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place, on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1... Et on vient d'écouter Alcaz qui nous a chanté Marseille la nuit, puisque nous allons partir justement du côté de Marseille avec notre invité téléphonique. Vous écoutez Des ludes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, déjà la moitié de l'émission et comme l'a si bien dit Damien, on part passer un coup de fil du côté de Marseille. On va appeler Amélie pour nous présenter son projet qui s'appelle Plays. Bonsoir Amélie. Oui. Oui, bonsoir, tu m'entends ? Oui, tout à fait, je m'entends très bien. Parfait. Donc oui, on t'appelle en fait pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton projet en ce qui concerne Plays. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, tout à fait, je vais vous expliquer ça. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer à l'émission. Alors, le projet Plays, en fait, c'est du jeu éducatif pour les enfants. On dit même que c'est du jeu éducatif pour les nouvelles générations. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on a envie de pouvoir développer leur mémoire, leur concentration et leur créativité, mais avec du jeu qui va les captiver, les motiver de façon vraiment très très importante
Et pour ça, on a décidé d'utiliser deux techniques très très actuelles. C'est le cinéma fantastique, qui motive beaucoup les enfants, et surtout une petite touche digitale, puisqu'on sait combien les enfants adorent les écrans. Tout à fait, Donc oui. on leur justement. donne un peu d'écran, un tout petit peu, comme un bel emballage cadeau, mais on va surtout leur faire autre chose. Donc le concept, c'est de commencer tous nos jeux par des vidéos fantastiques, des épisodes très courts qui durent 2 minutes, avec des chevaliers, des dragons, des princesses, des magiciens, à qui il arrive bien sûr des aventures incroyables, et qui vont challenger les joueurs, qui vont leur lancer des défis, pour que les jeunes joueurs puissent aider les personnages à avancer dans leur quête. Et donc au bout des 2 minutes, quand les enfants regardaient l'épisode vidéo et qu'ils ont reçu leur défi, alors les enfants vont réaliser le défi, résoudre l'énigme avec du matériel de jeu physique, un peu comme un jeu de société un peu plus classique, avec des parchemins, des puzzles 3D, des puzzles classiques et des tas d'autres choses pour trouver les bonnes réponses demandées par les personnages. Voilà. D'accord. Et du coup, en termes de matériel, ça demande quoi? Est-ce qu'il faut avoir du matériel spécifique à côté ou est-ce que tout est fourni, on va dire, c'est un package complet? Alors oui, c'est une boîte de jeu. Donc le concept, donc c'est Plays, ça c'est notre boîte. Oui. Mais le premier jeu qu'on a développé dans l'univers Chevalier Dragon s'appelle La Bataille du Dragon. Donc vous pouvez trouver la boîte de jeux de société, La Bataille du Dragon, qui contient des parchemins, des énigmes, les fameux puzzles 3D, des jeux de cartes aussi. D'accord. On a 3 decks de 12 cartes et c'est avec tout ce matériel que vous allez pouvoir jouer. Les vidéos, vous les regardez soit grâce à une application mobile qui est disponible aujourd'hui sur iOS, donc iPhone, iPad, soit vous les regardez sur YouTube si vous voulez les regarder sur un autre smartphone, tablette ou ordinateur. D'accord. On peut aussi très bien, du coup, si c'est sur YouTube, les regarder, pas pour jouer, mais pour se faire une idée un petit peu de ce que... Complètement, que vous oui. présentez. On peut découvrir l'univers, on peut découvrir les personnages, même les premiers défis, et puis se dire, oui, si les défis ont l'air intéressants, ok, j'y vais, je commande la boîte de jeu, et je fais mes parties en famille, avec les enfants, les copains, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins. Alors, on avait à l'époque, nous, les vieux de la vieille, un jeu comme ça qui nous donnait aussi un petit temps d'écran. À l'époque, c'était Atmosphere, qui créait une espèce d'interactivité. Est-ce que c'était votre envie, ça, de créer une interactivité entre l'histoire et le joueur? Alors, effectivement, il y avait Atmosphere qui ressemblait un peu à ça. C'est... Très loin. Moi, j'ai jamais joué personnellement, mais j'en ai entendu parler quand j'étais petite, donc c'était peut-être quelque part dans mon inconscient quand j'ai eu l'idée de créer Plays. En tout cas, nous, on avait très envie d'interactivité entre nos personnages fantastiques et les enfants. Nous, on adore dans l'équipe, en fait, on adore les univers fantastiques, on adore le théâtre et le cinéma en particulier. Et on avait envie de créer ces espèces de liens entre les joueurs et les mondes merveilleux, imaginaires, magiques, fantastiques, parce qu'on trouve que c'est absolument génial et que c'est toujours très sympa à vivre, ce genre d'aventure. Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, ça s'adapte à partir de quel âge? Alors, on dit que le jeu se joue à partir de 6 ans. On ne le fait pas jouer avant parce qu'on est très sensible en fait au danger de la surexposition aux écrans. Ouais, d'accord. Il y a déjà beaucoup d'écrans dans la vie quotidienne des enfants, et ensuite les recommandations médicales qui préconisent pas d'écran avant 6 ans. D'accord. Donc on est dans cette thématique-là où on essaye d'être prudent, et le jeu qu'on propose du coup c'est à partir de 6 ans avec une petite touche d'écran, mais surtout le parent qui va accompagner l'enfant et tout le monde qui va jouer ensemble, et beaucoup d'interactions aussi entre les joueurs pour favoriser le lien et les échanges. Donc à partir de 6 ans, nous on l'a testé, ou on l'a fait tester en tout cas jusqu'à 14 voire 15 ans. Ouais. Ça marche très bien. Voilà, on sait que pour la tranche 6-12 c'est absolument parfait, et puis quand on a un peu plus, on peut encore beaucoup s'amuser avec. Et on peut y jouer jusqu'à combien? Est-ce que c'est limité aussi en nombre de places? Pardon? Est-ce que on peut y jouer jusqu'à combien? C'est au niveau du nombre de joueurs pour une boîte? Alors, on vous conseille 6 joueurs,
ouais, 6 joueurs aventuriers et un maître du jeu. D'accord. Donc souvent c'est l'adulte qui est le maître du jeu, très important, un peu comme un jeu de rôle finalement, où on a un maître du jeu qui va donner des indices, qui va donner des énigmes et qui va vérifier les bonnes réponses aux énigmes. Donc un adulte et 6 enfants maximum. Et tu disais donc au niveau de l'histoire, on allait nous soumettre des défis à réaliser. Est-ce que tu peux nous donner quelques types de défis, un ou deux exemples, ou est-ce que ce serait trop spoiler le jeu ? Non, alors je peux bien sûr raconter. Alors le début de l'histoire, c'est la princesse Eva qui arrive un peu en urgence, catastrophée dans la chambre du prince Malo parce qu'un dragon se présente aux portes des 2 royaumes. Et ce dragon a l'air absolument terrible, il faut se préparer à l'affronter. Et donc la princesse est tout à fait prête avec sa lance, etc. Et demande au prince de se préparer également, de prendre son épée pour aller affronter le dragon. Seulement le prince a égaré son épée et précisément on va se rendre compte que l'épée est dans le coffre qui est fermé à clé. C'est un coffre magique qu'on ne peut ouvrir qu'avec un code magique. Et bien sûr le prince ne sait plus comment l'ouvrir. Donc le premier défi des enfants, c'est de trouver le fameux code qui va ordonner au coffre de s'ouvrir. Je vous raconte le 3e défi, je vous raconte pas le 2e, ça restera secret. À la fin de l'histoire, le dragon arrive, il est là, il a réussi à accéder au château, il est vraiment aux portes. Et donc, le prince Malo et la princesse Eva vont demander bien sûr aux joueurs de les aider à affronter le dragon et de les aider à le terrasser grâce à un haka de combat. Donc un haka de combat, des percussions corporelles, des séquences rythmiques qu'il va falloir réaliser ensemble, bien sûr de façon synchronisée. D'accord. Et les enfants doivent apprendre une petite séquence du coup de percus corporels, de rythme, pour pouvoir effectivement terrasser ce dragon. Voilà, donc ça c'est 2 exemples de défis, il y en a plein d'autres à réaliser. Oui, bien sûr. On a aussi 3 niveaux de difficulté, comme ça on s'assure en fait que les joueurs aient 6 ans, 9 ans ou 12, ils aient des défis adaptés à leur tranche d'âge et pas trop faciles et pas trop difficiles. Ouais, c'est ça, que tout le monde puisse y trouver leur compte. Comme tu disais, ça fait marcher aussi bien le côté un petit peu cérébral, recherche, que le côté physique. Ça c'est très bien. Pour l'instant, tu nous parles de l'histoire avec le dragon. Ça, c'est le jeu, la boîte qui existe déjà, qui est trouvable. L'histoire que l'on peut déjà acheter. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres histoires, soit en écriture, soit de disponibles actuellement ? Alors, on a des histoires, même plus qu'en écriture, on a commencé à réaliser les univers vidéo. Donc sur un thème magicien steampunk et sur un autre thème super-héros, plutôt de super-héros mythologiques d'ailleurs. Et on va avoir des nouveaux univers qui vont sortir dans les prochains mois. En attendant la sortie des nouveaux univers vidéo, nous on va ajouter régulièrement des défis, surtout dans l'application mobile, et application mobile qui va d'ailleurs sortir en Android, en version Android dans les prochains mois également. D'accord. Et dans vos envies, c'est principalement de vous orienter vers cette gamme pour les enfants, ou est-ce que vous vous dites que vous pourriez très bien partir dans des choses un petit peu plus adultes et un petit peu plus, je sais pas moi, en partant dans des trucs qui font flipper ou autre? Alors, a priori, nous à la base on est plutôt orienté enfants, mais en fait à chaque fois qu'on présente le projet, il se trouve qu'on a des adultes intéressés, donc on aimerait bien en fait explorer aussi un peu ce champ-là et proposer des jeux plus complexes avec des univers qui seraient plus adaptés aux adultes. Donc ça c'est une volonté effectivement et c'est un projet sur lequel on est en train de réfléchir. Et puis on a aussi un autre projet qui est très important pour nous, c'est d'adapter en fait cette thématique de jeu aux écoles et donc plutôt le process de jeu aux écoles, aux classes, parce qu'en fait on se rend compte que les enfants sont vraiment très motivés à réaliser les défis dans ce contexte et on peut utiliser nous cette motivation et cette concentration pour leur faire des exercices qui leur paraissent rébarbatifs à la base, donc des exercices de dictée, de vocabulaire, de français sur lesquels ils peuvent avoir des difficultés, et ça on a déjà des tests qui sont en cours dans les classes avec des groupes d'instituteurs qui marchent très bien, qui donnent de bons résultats. Donc on est aussi en train de travailler sur une adaptation du jeu pour les classes. Pour faire passer en fait l'exercice par le jeu et
Et oui, mais c'est un vecteur qui est super efficace. À partir du moment où les enfants prennent plaisir à une activité, les apprentissages sont vraiment facilités. Bah oui, non, je suis d'accord. Et si les auditeurs souhaitent en savoir un petit peu plus ou souhaitent se procurer une boîte, où est-ce qu'on pourrait... c'est trouvable sur Internet, c'est trouvable où en fait ? Ouais, alors sur Internet, il suffit d'aller sur notre site qui s'appelle Playz, PLAYZZ. Il y a 2 Z à Playz. Le jeu s'appelle La Bataille du Dragon. Donc en tapant sur Google La Bataille du Dragon, Playz avec 2 Z, on nous trouve très facilement. On peut avoir toutes les infos sur notre boîte, découvrir le contenu précisément de la boîte, avoir quelques vidéos, commander aussi la boîte si on veut. Et puis on a notre chaîne YouTube qui recense vraiment tous les épisodes vidéo et tous les défis si on veut vraiment en savoir beaucoup plus. Ok, très bien. Je pense qu'avec ça, les gens qui le souhaitent ne pourront pas passer à côté. On te remercie beaucoup, Amélie, d'avoir accepté de nous présenter Playz. Effectivement, un beau projet, une très bonne idée, ouais. Puisque que ça soit pour le jeu ou pour l'apprentissage, on se rend compte que c'est toujours bien quand il y a quelqu'un qui pense quand même à l'accompagnement de nos enfants, en fait. Tout à fait. Merci à vous beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, très bonne fin de soirée, on espère à l'écoute de l'émission. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Parce que oui, moi je trouve que, comme je lui disais au moment de raccrocher, je trouve ça toujours très bien les gens qui prennent en compte les besoins des enfants, comme elle a dit. Alors là, ils ont mis un petit peu d'écran, mais moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que même si on est toujours en train de dire il faut les empêcher, mais comme ils sont attirés par ça, autant s'en servir. Et là, elle a dit c'est très court. Elle leur fait faire autre chose. C'est ça, ça permet justement de prendre ce pli-là pour les amener vers autre chose. Ils prennent bien en compte. Je comprends qu'elles prennent des pincettes avec l'écran, etc. Mais effectivement, dans ce cadre-là, ça pose aucun souci. C'est un support hyper temporaire qui va aller appuyer tout un autre cheminement de réflexion, de motricité. Donc là, l'écran, il est absolument pas négatif, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. C'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Et non, c'est vraiment une très très bonne idée. Donc la bataille du dragon. À aller voir. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un, même des centres de loisirs et autres. C'est une très bonne voie de réflexion. Je trouve que c'est très très futé cette idée-là. Et ça me fait une comme ça. Ça te fait une transition. Une transition en or. Je crois que Yann doit nous parler d'un jeu ce soir. Oui, ce soir je vais vous parler de Très futé. Alors en fait, je retrouve ma petite fiche, voilà. Alors c'était un jeu qui a été quand même nominé pour le Spiel, donc déjà il rentre dans une catégorie avec un peu de reconnaissance, quoi. L'auteur c'est Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, si ça vous dit rien, il a fait par exemple The Mind, qui a lui aussi été nominé pour le Spiel. Il en a fait d'autres, mais je les ai pas notés. Fainéant. Il a illustré aussi l'illustrateur est Léon Schiffer. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans à peu près, pour des parties de 40 minutes, et on est dans du roll and write. Alors le roll and write, c'est un jeu où on lance des dés et on va cocher des cases la plupart du temps ou noter des combinaisons sur une feuille de façon à réaliser un objectif pour marquer des points. Donc là, on y est complètement. Donc dans la boîte, il y a 6 dés et un livret de feuilles de score que l'on va donner à chaque joueur. Alors moi, je les plastifie pour en avoir une plus longue longévité. Et donc sur ces feuilles de score, on va avoir différentes cases où il va falloir noter des points en choisissant des dés. Alors comment on joue ? On lance les 6 dés au départ. D'accord. Et on doit en garder un. Celui qu'on garde, en fait, tous les dés qui sont en dessous de la valeur que celui qu'on a gardé, genre j'ai fait un 4, je décide de garder le 4. Les 1, les 2 et les 3, je les mets sur le côté. Et ça va être pour les autres joueurs, pendant ce tour-ci, ils vont pouvoir choisir dans tout ce que j'ai laissé en défausse. Donc c'est un jeu où il va falloir faire attention à ce qu'on va laisser aux autres joueurs aussi, parce que ça peut des fois les intéresser, quoi. Donc on va faire ça 3 fois. On va donc à chaque fois qu'on a choisi un dé, cocher sur sa petite feuille correspondante ce à quoi il correspond. Voilà.
Et donc, une fois qu'on a choisi nos 3D, les autres joueurs vont pouvoir choisir dans les 3D restants, comme j'ai dit tout à l'heure, un dé qu'ils vont pouvoir cocher. Alors, on a un dé jaune qui fait des colonnes et des lignes, et donc qui vont donner des points dans les colonnes. Quand on la remplit complètement, ça va nous donner des points de victoire. Et sur la ligne, si on arrive à la remplir, ça va nous donner des bonus. Alors, les bonus, ça peut être une croix supplémentaire dans la catégorie verte, par exemple, ou une croix supplémentaire dans une autre catégorie de couleur. On peut avoir aussi des bonus de relance. Donc je relance tous les dés et j'ai droit à une nouvelle main. On a aussi le bonus d'action supplémentaire. Donc l'action supplémentaire, c'est à la fin de son tour quand on a joué tous ces dés. On va pouvoir l'utiliser. Donc on l'a entouré d'abord pour la valider. Et ça, c'est un bonus qui peut être utilisé de façon différée, pas au moment où on le gagne, ce bonus-là. On va pouvoir l'utiliser quand on veut dans la partie. Les bonus ne sont pas permanents. Quand on les gagne, ils sont utilisables une fois. Ils sont utilisables une fois, mais tu n'es pas obligé de les utiliser tout de suite, par contre. Et donc en bonus, on va avoir donc relancé les dés et on va avoir aussi un petit bonus. Alors c'est pas vraiment un bonus, mais ça va permettre. C'est la tête de renard qui va permettre à la fin de la partie, une fois qu'on a fait toute notre comptabilité, on va pouvoir prendre le moins bon score et multiplier ce moins bon score par le nombre de petites têtes de renard que l'on aura atteint. D'accord. Alors on est dans un jeu qui est, on n'est pas en train de rigoler autour de la table. On est en mode sérieux, on se fait mal à la tête, mais il est excellent. Il est vraiment très malin, il porte très bien son nom. On a tout un tas de combinaisons qui sont possibles en fait, et on a vraiment plusieurs choix. Il y a des jeux comme le Quicks que j'affectionne beaucoup. Je sais que toi, je suis très roll and ride, je suis très jeu de dés à lancer. Ça, c'est vrai que voilà. Moi, ça me fait penser au Quicks un petit peu, les dés de couleur, tout ça. Même si j'ai bien compris que ça se répartissait pas de la même manière. Mais le Quicks, on n'a pas trop de choix. Finalement, on lance nos dés. Et puis on coche quoi, mais on n'a pas vraiment de choix. Si on n'a pas la solution, on n'a pas de choix. Là, tu as toujours une solution possible. En fait, c'est une amélioration, une relecture au niveau du YAMS. C'est ça. Non, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais parce qu'effectivement, les principes sont toujours les mêmes. Et là où va se porter l'intérêt dans un roll and write, c'est la façon dont on va pouvoir aller remplir ces cases. C'est là-dessus qu'on va noter les différences. Et c'est vrai que celui-ci, tu le disais, est assez ardu pour donner. Oui, parce qu'en fait, dans les cases jaunes, donc il va falloir les cocher. Les cases bleues, il va falloir aussi les cocher sans mettre de valeur de dés. Les cases vertes, c'est la même chose. Il va falloir cocher les cases au fur et à mesure qui vont nous débloquer des points de victoire. Plus tu coches de cases, plus tu as de points de victoire. Et par contre, dans les lignes violettes et orange, là, on va noter le score sur le dé. Et à la fin, on va comptabiliser tout ça. Donc si on fait 6, plus 3, plus 4, plus 4... Et ben on va faire le total et on va noter à la fin tous ces scores et on va en faire la somme pour pouvoir définir le vainqueur. Donc plein de manières de scorer. Comme tu disais, il porte très bien son nom, très futé, qui est plutôt encensé par les gens qui y jouent, qui aiment ce type de jeu. Je sais que le nom revient souvent et les gens sont assez unanimes pour dire qu'il fait partie des très très bons roll and write. Oui, tout à fait. Après, on peut souligner le fait qu'il se joue aussi à un joueur. C'est ce que j'allais dire comme souvent dans les roll and write. Pas facile, hein. Ouais. Les jeux où tu lances et tu écris, c'est souvent un joueur et je trouve ça bien. Parce que j'aime bien. Alors, tu as un carnet de feuilles de score. Une fois que tu as utilisé tout ton carnet, tu peux racheter une recharge. Et tu as aussi une recharge qui s'appelle le challenge, où du coup, ils vont te changer. On est habitué donc à voir les combinaisons sur En fait, ils vont te changer l'emplacement des croix, des différentes croix sur le plateau. Ils vont te changer les bonus. Comme ça, ou les valeurs de score. Tu as tes habitudes bien implantées, ça vient casser ton jeu. C'est ça, ça vient renouveler encore un petit peu ta tactique et ta façon de jouer. Est-ce que si tu n'as plus de feuilles, est-ce que tu peux éventuellement en trouver sur Internet, les télécharger ? Eh ben, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. J'ai pas essayé. Un PDF à imprimer ou... Je ne sais pas. Tu peux Après, c'est toujours possible. Mais sinon, comme Yann, plastifier. Alors moi, oui, mon astuce, c'est que je plastifie les feuilles comme ça pour une plus longue longévité. Je les plastifie et j'utilise des crayons gras ou des stabilos et bah ça marche super bien et ça permet d'avoir une très longue longévité pour son jeu. Très très bonne astuce. Surtout que j'y joue beaucoup à ce type de jeu. C'est vraiment mes jeux que j'affectionne. Ils sortent peut-être pas une fois par jour, mais pratiquement. Talmo, dis-moi, toi qui lis beaucoup de BD, est-ce que pour une plus grande longévité, tu plastifies aussi page par page comme le catalogue qui est à l'entrée d'Ikea ?
Tu sliffes tes BD. Et ça se voit, ça. Il y a des bouquins de cuisine où tu as une page transparente que tu remets à chaque fois sur la feuille que tu es en train de lire pour éviter de l'attacher, les projections d'œufs et des trucs comme ça. Waouh, mais non, mais moi, mes BD, bouquins de cuisine, non, ils coûtent 2 € et c'est ceux qui a posé à la caisse du. Tu sais, à côté du programme télé, quoi. C'est à la caisse du supermarché. Moi, les miens, ils ont pas une page avec sur mes 2. coquilles d'huîtres Voilà. 15 jours après. Non, je me suis mal exprimé. Aux poules. J'ai un livre de cuisine d'un grand chef et tu as une feuille plastique transparente qui se rabat à l'intérieur pour quand, au moment où tu es en train de faire ta recette, tu vois. J'en ai un aussi, mais c'est pareil pour pas que les pages éclatent. C'est pour autre chose. Mais ça, c'est fait maison. Je te vois venir. Eh ben, Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce jeu. Je pense que j'ai peut-être oublié des éléments, mais c'est un excellent jeu où on va bien se prendre la tête quand même. Donc très futé, un très très bon roll and white d'après Yann. N'hésitez pas, si vous êtes friand de tous ces jeux de combinaison, c'est une très belle réécriture. Et puisque tu avais lancé Talmo sur le sujet des BD, qu'il ne sleeve pas et auquel il ne met pas de plastique, mais il va pouvoir nous en dire un petit peu plus concernant effectivement la les série Watchmen. Watchmen. Alors d'une part parce que je viens de terminer la série, mais c'est pas la seule raison, parce que moi je mets la BD encore plus haut que la série, que j'ai beaucoup apprécié. Hein. Mais il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu Fabien Groslo, mon copain, et qui il y a 20 ans m'avait dit les Watchmen c'est la meilleure BD du monde. Et pendant 20 ans, j'ai cherché à vérifier est-ce que c'est la meilleure BD du monde. Je crois qu'on n'en est pas loin, en tout cas c'est une extraordinaire bande dessinée. Et lors de cette émission, il a dit j'ai dit ça, c'est pas si bête. Je crois qu'en 20 ans, il n'avait pas beaucoup évolué et c'est une BD qui reste encore très très chère au cœur de ceux qui l'ont découvert à l'époque. Bref, qu'est-ce que c'est que les Watchmen ? Donc, les Watchmen, c'est d'abord une BD d'Alan Moore. Alan Moore, vous connaissez, il était scénariste chez DC Comics, avec Frank Miller également. Et lui, il a proposé dans le monde du comics des scénarios un petit peu plus adultes. C'est un scénariste qui a une personnalité atypique, c'est un espèce de vieil anarchiste très barbu, mais absolument génial. La preuve, c'est que parmi ses œuvres de bande dessinée, il y en a quand même 5 ou 6 qui ont été adaptées au cinéma par Hollywood. Je vous les cite. La première, c'est From Hell, avec Johnny Depp. La Ligue des Gentlemen extraordinaire, V pour Vendetta, les Watchmen dont on va parler. Il y a eu Constantine aussi, qui est très largement inspiré de son œuvre. Et le Joker, le dernier Joker aussi, est relativement... Alors, ce n'est pas une référence très claire, mais il est très très proche, en tout cas, de ce Joker d'Alan Moore qui s'appelle Sourier. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment que les Watchmen est quelque chose d'unique et d'inattendu ? C'est que dans les films et les histoires de super-héros, généralement, on sait qui est le gentil, on sait qui est le méchant. D'ailleurs, ils le portent avec une cape et une couleur, on sait très bien dans quel clan les ranger. Et bien là, pas du tout. Les super-héros, d'abord, la grande majorité n'a pas de super-pouvoir, et ce sont juste des hommes très très costauds avec tous les défauts qui vont avec, quoi. Donc, l'histoire, pour vous la resituer. En 1939, dans les Watchmen, c'est l'apparition des premiers super-héros. Ils apparaissent via la publicité. Ou alors, il y en a un, c'est Dollar Bill, qui apparaît parce que c'est une grosse banque, il est banquier et ils veulent promouvoir, ça sert aussi de publicité. Et je dirais même d'arguments idéologiques. Et ils fondent les Minutemen. C'est une référence aux premières milices des colons aux États-Unis au XVIIe siècle, les Minutemen, qui devaient être prêts dans la minute pour défendre contre les attaques d'Indiens. On y trouve le capitaine Metropolis, le comédien, le juge masqué, qui auront tous plus ou moins des fins tragiques. C'est pas des super-héros à la Superman inoxydable. C'est pas je bombe le torse, c'est les balles Ah non, pas du tout. Déjà, ils n'ont pas de super-pouvoir, donc les balles ne rebondissent pas. Et puis, ils ont tous leur travers. Il y en a qui deviendront fous, il y en a qui seront portés sur la boisson. Il y en a quelques-uns qui auront des fins paisibles dans leur petit appartement, en donnant à manger à leur chat. Mais en gros, ils n'auront pas les paillettes et le strass hollywoodien. À partir des années 50, il y a un grain de sable
et un grain de sable de taille qui arrive, c'est Dr Manhattan. Parce que Dr Manhattan, vous le voyez, c'est le gros bonhomme bleu. C'est un ancien physicien qui, lui, va être pris dans un accident nucléaire et qui va revenir et il aura vraiment des vrais pouvoirs. Des vrais super pouvoirs. Je dirais même, il est omnipotent, omniscient, il a le don d'ubiquité, il traverse le temps, il traverse l'espace et avec ses vrais pouvoirs arrivent les vrais problèmes. Parce que ce super-héros n'a aucune humanité. Et en 1970, qu'est-ce qui va permettre ? C'est là qu'on arrive à les deux pieds dans l'Uchronie, c'est que les États-Unis vont gagner la guerre du Vietnam grâce au Dr Manhattan, qui va la gagner militairement. Voilà. Mais vaincre, c'est pas gagner. Donc le monde va continuer à empirer dans le monde des Watchmen. Et qu'est-ce qui va se passer ? La guerre froide va se raidir complètement et la menace nucléaire se faire de plus en plus présente. Et qu'est-ce qui se passe ? En 1977, devenus impopulaires, les Watchmen, donc les super-héros qui n'arrivent pas à endiguer cette crise mondiale, sont interdits. C'est l'arrêt Keane. Civil War le reprendra plus tard dans les comics, beaucoup plus, mais 20 ans plus tard. Et arrive la situation de l'action, c'est en 1985, et c'est la menace d'une guerre nucléaire. Alors, qui sont les Watchmen ? Donc, je vous ai cité, il y a le Dr Manhattan, il y a le comédien sur qui s'ouvre l'histoire, qui est un type cynique, qui a aussi... je dirais viré Kazakh, et après avoir été super-héros, il a bossé pour la CIA pour faire les plus basses besognes. Vous avez Ozymandias, qui est un mégalo, l'étalon, la perfection totale. Rorschach, que vous voyez aussi là au milieu, je crois. C'est un enquêteur instable. C'est, pour Alan Moore, c'est une critique du survivalisme ou du libertarisme, on va dire, un petit peu. Celui qui n'a qu'une loi, la sienne, qu'une justice. C'est le justicier dans la ville, c'est Dirty Harry, c'est Punisher. C'est le personnage de Rorschach qui incarne ça d'une manière absolument funeste et tragique. Hein. Ça, je ne vais pas tout révéler, je ne vais pas spoiler. Mais voilà. Et puis il y a le hibou qui est très très intéressant aussi, parce que le hibou, c'est un super-héros qui est complètement empâté. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis son costume, il est boudiné. Et au fur et à mesure de la BD, il renaît vaguement quand même... en retrouvant les sensations de sa jeunesse, mais en fait, c'est quand même un super-héros faible et fragile. Ce qui me fait rire, c'est que très souvent, c'est le personnage que les gens connaissent ou remarquent, parce que avec son masque qui est avec ses ailettes de hibou, ses petites pointes, les gens le prennent pour Batman, ceux qui ne connaissent pas, en disant « Ah oui, mais il n'a pas de pouvoir, il a un casque à pointe. » Beaucoup moins glamour. Non, mais bien sûr, mais souvent, c'est celui-là qui ressort, parce que les gens qui ne connaissent pas confondent. Et puis le dernier des Watchmen, ou la dernière, c'est le Spectre Soyeux, ou Laurie, je ne me souviens plus de son nom, qu'on retrouve dans la série là, qui vient de s'achever. Hein. Et, pardon ? On en retrouve plusieurs. Ah oui, on retrouve, excusez-moi, le Dr Manhattan, Ozymandias, bien sûr. On ne retrouve pas Rorschach. Mais je ne veux pas spoiler. Bref, le Spectre Soyeux, c'est très intéressant aussi, parce qu'elle a l'héritage des Minutemen. C'est la fille d'une super-héroïne, et elle a cet héritage-là qui est très très lourd à porter pour elle. Donc, l'intrigue de la BD se noue autour de la disparition de ces anciens super-héros à costume, et ça va donner lieu à découvrir une grande machination, des complots. Ça sort en 86. C'est la même année que Dark Knight de Frank Miller également, qui donnera un film, un film correct. Mais il y a quelque chose en commun où c'est la première fois qu'on voit des super-héros traiter quand même des thématiques adultes. Le pouvoir, la politique, l'oppression, la résistance, parce que c'est ça, hein, Dark Knight, c'est le Batman qui est hors la loi, qui revient, enfin je parle de la BD de Frank Miller, hein, bien sûr, qui revient et qui va se faire Superman, parce qu'il faut qu'il tape Superman, parce que Superman, lui, il défend la loi, la justice, mais Batman est devenu hors la loi, donc il va devoir trouver, bref. Voilà ces nouvelles thématiques. Dans Civil War aussi, après, par la suite. 20 ans plus tard, parce que là, vraiment, c'est là que les thématiques sont nées. Donc voilà pour la BD. Le film, c'est film de Zack Snyder. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je le conseille. Le générique de début est absolument fabuleux, magnifique, sur une musique de Bob Dylan, là, extraordinaire.
Et par contre, il a connu un accueil mitigé parce que il a laissé. s'attendait à un film de super-héros. Exactement. Les gens allaient voir un film Marvel et ça les a laissés complètement perplexes. Des super-héros qui n'en sont pas vraiment. Sans pouvoir, qui sont en prise avec leur propre crise existentielle. Ah bah complètement. Ouais. Ils s'attendaient pas à ça. Même un peu minable. Hein. Non, mais c'est ça. Même un peu minable. Il y a une scène notamment qui est à la fois dans la BD et dans le film où le hibou et le spectre soyeux se retrouvent 20 ans plus tard, vont commencer à faire l'amour sur un canapé et ils vont se trouver complètement empotés, ils n'arrivent pas à enlever leurs habits, attends, mets-toi là, mets ta jambe ici. Enfin voilà, on les décrit d'une manière très très maladroite parce qu'ils sont humains, tout simplement, ils sont humains. La série qui donc s'est achevée, ils ont ressorti 30 ans après la BD une série. Est-ce qu'elle était indispensable ? Je ne suis pas sûr. L'univers est bien complet, mais par contre ils ont réussi à faire quelque chose de très fidèle, tout à fait dans l'esprit et qui pour moi garde les grandes lignes. Ouais. Ah, exactement. Ouais. C'est même je veux dire, ils vont poursuivre l'Uchronie un peu plus loin, puisque l'action se situe en 2019. Alors là, il y a des super-héros, mais ils sont plus ou moins affiliés à la police. La police est masquée, parce que c'est trop dangereux pour eux, et tout va se situer sur un fond d'Amérique menacé par les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on va trouver Robert Redford et Spielberg qui sont cités. Leur œuvre a changé, si vous voulez. Robert Redford est devenu président de la République à cette époque-là. Spielberg a fait un film il a adapté la BD en film. Enfin bon, voilà, il y a un petit peu d'humour. Donc cette série nous parle de pouvoir et d'oppression. Elle nous parle de résister et de comprendre le monde. Moi, je la recommande. Il y a Don Johnson, Jeremy Irons, à qui je pardonnerai jamais d'avoir fait Donjons et Dragons, mais ça s'arrange avec ce genre de série, ça s'arrange. Toi, t'aimes pas les tapis mous? Les quoi? T'aimes pas les tapis mous, on passe au travers? Non, j'aime pas les mannequins en mousse, j'aime pas les... Enfin si, je les aime bien, mais pas quand on met Donjons et Dragons dessus, quoi, tu vois. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette série, et pourquoi je vous conseille à tous de la voir? Bon, je vous conseille de la voir après avoir lu la BD ou au moins vu le film, hein, quand même, hein, parce que il y a des... Quelques petites références. Ah ouais, quand même beaucoup, puis ça avance par petites touches, il nous livre pas tout dès le début. Et puis surtout que le film, c'est vraiment un préquel à la série, c'est comme si c'était l'épisode pilote de la série, c'est la suite de la série, quoi. Ouais, c'est une uchronie qui va se passer sur... c'est pas une autre histoire, on nous raconte la même histoire. Ah non, non. Bah, si. Ah non, c'est pas une suite. Il y a bien deux histoires. C'est deux visions. Non, le monde se suit en tout cas. Si tu veux, ça reste cohérent et si t'as pas les références du film, tu passes à côté de plein de choses dans la série. Oui. Ah oui, si, oui, je suis d'accord avec ça, ouais. Et donc, moi, je vous conseille de voir cette série de super-héros brisés, défaillants, que le pouvoir et la notoriété n'arrivent pas à guérir leur souffrance. Et je vais citer, je ne sais plus qui dit ça dans la série, mais j'ai trouvé ça très beau. Vous ne pouvez pas guérir sous un masque, les blessures ont besoin d'air. Eh ben, tout à fait, moi je te rejoins sur le conseil vis-à-vis du film, de la BD et de la série. Beaucoup de gens qui ont vu la série en tirent beaucoup d'éloges. Elle fait partie des séries qui sont... elle est classée dans les séries à voir, les séries les meilleures du moment. J'ai lu quelques critiques négatives. Il me semble, parce qu'on peut lui reprocher d'être un peu abscon, un peu même fan série, un peu élitiste, enfin pas élitiste, mais comment dire, oui, un truc fait pour les fans. Il y a des choses des références que si tu n'as pas, parce que tu as déjà lu la BD ou vu le film, tu vas passer à côté. Par contre, tu vois, contrairement à d'autres séries qui des fois n'arrivent pas à s'arrêter et perdent en qualité, celle-ci fait une saison, ils ont dit ça s'arrêtera là, ça finit parce que voilà, l'histoire se tient. Et ils se sont pas dit parce que c'est Watchmen et que les gens connaissent et que on a fait une bonne série, on va en rajouter jusqu'à devenir mauvais. Alors à ce sujet-là, ils ont annoncé aujourd'hui, j'ai vu qu'ils n'en feront pas de deuxième saison.
ce qui est héroïque parce que le réalisateur et scénariste, tu sais qui c'est ? C'est Roman Lindelof qui a fait Lost. Oui. Et là, sur Lost, ils n'ont pas réussi à s'arrêter. C'est ça. Et là, il va aller beaucoup plus au minimaliste en disant c'est bon, j'en fais qu'une de 9 épisodes et puis on s'arrête là. Et on l'a fait bien. Ça sert à rien. Il passe Donc, directement en spin-off alors Ouais. sur chacun des personnages. Donc vraiment, ouais, si vous connaissez l'univers, jetez-vous dessus parce que c'est une petite pépite. Et si vous ne connaissez pas, les Watchmen, on vous les conseille, quel que soit le support que vous privilégiez. Voilà, maintenant, il y a moyen de découvrir vraiment sur tous les supports, quoi. Et Alan Moore, pour toute son œuvre, l'intégralité de son œuvre. De toute façon, une fois qu'on aura goûté au Watchmen, généralement, on voudra voir ce qu'il a fait d'autre parce que ça aura donné le goût de continuer, quoi. Celle-là, Sourier, est exceptionnelle. Ouais, moi j'ai regardé sa tête, je la connaissais pas. J'ai cru que j'avais des albums de lui, mais non, c'est Robert Plant. Mais ils ont à peu près la même physionomie, des longs cheveux bouclés. Et c'était un copain de Moorcock. Et enfin, c'est vraiment un grand monsieur, Alan Moore. Ouais. Moi, j'avais une question pour Julien, pour notre invité. Quand on dit justement, j'ai aimé la BD, la série, j'ai un petit regard critique. Est-ce que, pareil, quand tu es fan de Vikings, est-ce que si tu regardes une série qui va traiter de cette époque, tu vas prendre plaisir à la regarder parce que c'est un univers que tu aimes, ou est-ce que tu vas quand même tiquer sur des trucs, ah non, ça c'était pas possible à cette époque, ou est-ce que tu vas être bon public parce que c'est un univers que tu aimes et tu vas te laisser entraîner, quoi? Ou plus exigeant? Non, plutôt bon public parce que je suis pas historien, je suis pas archéologue, donc je reste à ma place et je vais apprécier la série telle qu'elle est, même si je sais que dedans il y aura obligatoirement des choses qui ne seront pas historiques ou qui ne seront pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure justement, c'est par rapport aux Vikings, il y a Kingdom, The Last of Kingdom, qui est beaucoup moins bien faite, mais qui se rapproche plus des faits historiques, et puis la série Viking que tout le monde connaît, qui est vraiment la production hollywoodienne, public, voilà, c'est ça, mais qui est super bien faite. Donc moi je critique pas, je regarde, c'est pour pas critiquer. Donc, elle est bien, cette série est pas mal, et je pense qu'elle a amené beaucoup de sympathie et d'intérêt pour cette période de l'histoire. Hein. Alors justement, on va en parler juste après, parce que j'avais noté quelques références en rapport avec les Vikings dont on va parler avec Julien. Mais moi, je vais vous présenter aussi mon jeu juste avant la pause musicale et cette dernière partie où on va se retourner vers le clan Nordman pour évoquer tout ça. Moi, je vais vous parler de la nouvelle gamme de chez les Lumberjacks, à savoir la gamme Coffee Break. Alors, j'arrive de Cannes, effectivement, moi je l'ai animé pendant quelques temps, donc c'est des jeux que je connais plutôt bien et que j'ai pris plaisir à découvrir. La gamme Coffee Break, alors là je les cite eux pour savoir exactement ce qu'il en est, c'est né d'un désir de jeu bien particulier. C'est des jeux qu'on peut sortir à l'occasion comme ça. Je fais couler un café, pouf, on a le temps qui coule, on va faire un petit jeu. Tout le monde va y prendre du plaisir. C'est des jeux où il est possible d'avoir une double lecture, effectivement. Ça va s'adresser aussi bien aux joueurs qui veulent de la stratégie qu'aux moins joueurs qui veulent juste un jeu d'ambiance ou un jeu pour passer le temps. C'est des jeux familiaux, accessibles, avec en quelque sorte un double fond où se cacherait dans chacun d'entre eux un jeu plus poussé. Ça, c'est ce qu'ils notent, eux. Moi, j'en ai 2 pour l'instant, puisque la gamme, on a prévu plusieurs, mais il y en avait 2 de disponibles qui viennent de sortir. Monster Café et Gold River. Gold River, en fait, c'est une réédition. C'est la réédition du jeu La Fièvre de l'Or, qui vient de ressortir. C'est un jeu de Bruno Catala qui a fait Abyss Conspiracy, là Seven Wonders Duel ou King Domino, enfin on ne les cite plus, il en a fait énormément. Bruno Feiduti a officié aussi dessus, donc c'est un jeu des 2 Bruno. Bruno Feiduti est plus connu pour Citadel, Diamant ou Animal Suspect. C'est illustré par Jonathan Auconte, qui lui a fait Les Ombres de Macao, Pao ou Galerapagos, pour vous situer un petit peu tout ça. C'est édité, comme je l'ai dit, par Lumberjack, c'est distribué par BlackRock, pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, et c'est des parties rapides entre 30 et 60 minutes. Là où c'est bien pensé, c'est que souvent les jeux, quand on dit pour 2 à 5 joueurs, la gamme est large. Et là, pour l'avoir testé dans toutes les configurations possibles, le jeu a été réfléchi pour marcher de 2 à 5. Il y a des subtilités à 2, donc effectivement on rechange quelques subtilités, mais du coup ça marche, et on peut y jouer aussi bien à 2 qu'à 3, à 4, à 5, même si on se doute que plus on est nombreux autour d'une table, plus il y a de fous, plus il y a de jeux. Pour Gold River, c'est un jeu d'enchères. On va commencer par faire une enchère, on a des cartes posées au milieu de la table, et on enchérit non pas pour un lot complet, mais pour être le premier joueur. Le premier joueur va nous permettre d'être décisionnaire et de choisir la carte
qui nous intéresse au milieu de cette table. Quand on a choisi la carte qui nous intéresse, on a aussi le droit d'en défausser une parce qu'elle pourrait avantager les autres, parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils la prennent, parce qu'on veut qu'ils prennent une de celles qui restent. On sent le côté fourbe là. Exactement. Quand on a fait notre enchère, qu'elle a été acceptée, eh ben, on va donner nos sous à notre voisin de droite, toutes nos pépites. Lui, il va en garder la moitié. Il va donner donc le reste à son voisin de droite, qui va garder la moitié, et ainsi de suite, comme ça, pour faire le tour de la table. S'il y en a assez pour arriver au bout, tant mieux pour tout le monde. S'il n'y en a pas assez, tant pis pour celui qui n'a rien, hein, c'est la dure loi de la vie. Et si jamais il y en a trop, et oui, des fois on fait des grosses enchères, on pourrait penser qu'il y en a trop, hors de question que je récupère le moindre centime, on met tout à la banque. C'est rigolo, Alex, juste je t'interromps. Vas-y. Le nom a été choisi en fonction de la mécanique. Bah, sûrement. C'est l'argent qui coule et puis qui Exactement. va se raréfier au fur et à mesure. C'est là. ça, il va ruisseler sur les côtés. Et il est thématisé aussi en fonction. Il est thématisé mine d'or en fait. On est des chercheurs d'or, on va gagner des pépites et on va essayer d'acheter des cartes et dans ces cartes il y aura des mines d'or. Enfin des mines. Les mines. C'est là qu'on voit que c'est un jeu quoi. Parce qu'il y a que là que le ruissellement marche. Oui. C'est ça. C'est ça. Je viens d'avoir un fax de Bruno Le Maire qui inclut ça aussi. Donc quand on a donné nos sous vers la droite, après vers la gauche, on va tous pouvoir choisir notre carte. L'intérêt étant bien sûr de choisir une carte avec une mine. Sur la carte, il y a un numéro, imaginons le numéro 5. On a des dés, quand tout le monde a choisi, on lance les dés. Et si on fait un 5 au dé, toutes les cartes numéro 5 produisent de l'or. Donc on récupère et on se rend flou. Ouais, non mais t'as raison Yann, hein. Sur la droite de l'or, sur la gauche des cartes de rationnement. C'est ça. C'est exactement ça. Quand au cours de la partie, on a deux cartes de la même couleur, alors les couleurs représentent les villes, hein, on va avoir la ville rouge, la ville jaune, la ville verte, la ville bleue, etc. Dès qu'on a deux cartes de la même couleur, eh bien, on a un maire qui vient s'installer chez nous, le maire de la ville, qui nous apportera des points de victoire supplémentaires, mais qui en plus va dire qu'à partir de maintenant, puisque je suis maire de la ville rouge, par exemple, tous les joueurs qui achèteront du rouge devront me payer. Donc moi, si j'ai 3 concessions rouges, vous devrez me payer 3 pépites pour acquérir du rouge. Sauf que comme il est vil et qu'il aime bien le profit, il voit bien là où ça commence à sentir bon pour lui. Et si quelqu'un arrive à égaliser, si j'ai 3 rouges et que toi tu as 3 rouges à un moment donné, eh bien il va aller chez toi parce qu'il trouve que tu t'en sors bien. Et donc les différents maires vont switcher comme ça de joueur en joueur. C'est pas acquis en fait. Ça tourne. Oui. Oui, tu peux le perdre. Exactement, tu peux le perdre. En plus de ça, vont s'ajouter des cartes actions, des cartes événements qui vont créer une énorme interaction entre les joueurs. Alors là, je vous laisserai les découvrir dans le jeu parce que ça va du je garde toute ta thune à je fais sauter ta mine ou à finalement on peut échanger parce que je prends celle-ci, tu gardes celle-là. Donc vraiment un jeu très très fourbe, très malin avec une interaction immense entre les joueurs. On n'est jamais sûr jusqu'à la fin de pouvoir faire en sorte que ça se passe comme on l'a décidé. Il n'y a pas de je ne pourrais rien faire parce que j'ai pas de thune, parce que finalement à un moment donné celui qui enchérit tout le temps finit par ne plus avoir d'argent et ceux d'à côté finissent par en avoir plus que lui. Donc il y a toujours un moment où l'un ou l'autre on va pouvoir faire quand même les actions que l'on souhaite. Donc vraiment Gold River, un très très bon jeu pour des parties on va dire de 20-25 minutes. Ensuite, Monster Café. Dans Monster Café, on est dans un jeu beaucoup plus rapide, un jeu de Romain Caterjan qui avait fait un jeu comme 13 couronnes, lui, et Théo Rivière. Alors Théo Rivière, hein, qui officie dans la team Kaidama, donc qui a fait beaucoup de jeux. On peut retrouver Draftosaurus, Flying Goblin, Fou, auquel on a joué ici il y a pas longtemps. C'est illustré par Greg Baldwin et Olivier Deruetto, qui lui a fait par exemple les dessins du jeu Heroes of Black Witch. C'est édité aussi par Lumberjack. On peut y jouer de 2 à 5, forcément à partir de 8 ans. Et là, des parties, je vous l'ai dit, plus rapides. Il faut compter 10-15 minutes. On imagine que dans la ville de Monstres et compagnie, vous voyez, là où il y a plein de monstres de toutes sortes, il y a un super troquet et tous les monstres se retrouvent. Et puis là, c'est l'ambiance de Monster Café. Effectivement, dans cette histoire, on va dire, de monstres qui viennent pour prendre du café, on a un jeu de majorité, de programmation et d'opportunisme. Une partie de Monster Café, ça se déroule en 2 manches. Les joueurs vont envoyer des monstres au centre de la table pour utiliser leur pouvoir et récupérer des bonus, mais aussi pour faire augmenter les points que ce monstre va permettre de gagner. Si mon monstre se retrouve en 3 exemplaires, je pourrais gagner 3 points si je suis majoritaire sur ce monstre. S'il y en a 7, j'aurai 7 points si je suis majoritaire sur ce monstre. Comme il n'y a que 10 cartes du même monstre, on se doute que plus il y en a au centre de la table, moins il y en a dans les histoires de majorité.
On a tous en main 10 monstres, 10 cartes monstres, peut-être différentes, peut-être identiques, on ne sait pas, on a tout distribué au hasard. On en garde 3 qui seront cachés devant nous et on met les 7 autres disponibles. Ensuite, on va pouvoir piocher dans les monstres visibles, chez nous ou chez les autres, pour activer, comme je l'ai dit, le pouvoir. Quand un joueur n'en a plus que 6, donc 3 visibles, 3 cachés, on ne peut plus piocher chez lui. Quand tout le monde est à 6, la manche prend fin. Aussi simple que ça. On révèle toutes les cartes. Celui qui est majoritaire dans une famille va marquer les points, comme je l'ai dit, du nombre de monstres au milieu. La ligne qui est derrière va compter double pour les majorités. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir compter. Alors bien sûr, avec les pouvoirs de chaque individu qui vont permettre de récupérer des points de victoire directement, de lire le jeu de l'adversaire ou de changer les membres de sa ligne arrière avec d'autres monstres, c'est là qu'on va rentrer dans le jeu effectivement de stratégie. Majorité, stratégie, on essaye de le lire, on fait une part de bluff. J'ai joué beaucoup de ça, tu penses que j'en ai mais en fait non. Ça se joue aussi bien avec les enfants qui vont jouer en cassant le rythme parce qu'eux ne voient que le côté je les vais au milieu, qu'avec des adultes calculatoires. C'est très très fun. On joue avec 5 monstres, il y en a 12 de proposés dans la boîte. L'idée très malin qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont établi un menu en disant si vous combinez ces 5 monstres-là, vous avez tel type de jeu. Si vous combinez ces 5-là, vous avez tel type de jeu. Et on a comme ça 3 pages de menu avec toutes les différentes fonctions disponibles. À la fin, le joueur qui a le plus de café, puisqu'on est dans un café, donc des jetons café, remporte le jeu à l'issue des 2 manches. Aussi simple que ça, c'est très rapide, très fun, et c'est vraiment très très bon. Les jeux sont entrés à Cannes, il y a toujours le buzzomètre, on va dire, de Trick Track, avec les jeux les plus voulus, dont on parle le plus, et ces 2 jeux, alors Gold River a fini 7e dans la liste à la fin de Cannes, et Monster Café est rentré, après il s'est fait repousser par d'autres, mais les 2 ont été présents dans la liste du buzzomètre. C'est une très bonne idée, un packaging de ouf, puisqu'ils font tout en carton, il y a 0 plastique au niveau des boîtes. Au niveau de ça, Lumberjack est un acteur très engagé. Ils sont conscients. Ouais. Ils font venir les boîtes par train, il y a un vrai travail là-dessus. Et là vraiment, les gens l'ont dit, le travail est de qualité, on oublie le plastique. Enfin voilà, jetez-vous dessus, c'est des jeux, encore une fois, parce que des fois les jeux sont lourds ou chers. Là, en plus de tout, avec du matos et avec de la beauté, c'est des jeux à 15 balles. Donc c'est pas onéreux. Et c'est pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, on fait de la radio, mais il y a aussi la vidéo sur Facebook. On ne les a pas ce soir. C'est parce qu'elles-mêmes, elles arrivent par train. C'est ça. Toi, tu es rentré en avion de Cannes. Exactement. Et les boîtes ils m'ont payé le billet d'avion, mais les boîtes, on leur paye le train. C'est exactement pour ça. Non, mais du coup, oui, j'avais pas de place dans mes bagages et ils sont en train de revenir. Malheureusement, je les récupérerai que demain, mais je voulais en parler ce soir. Je voulais pas attendre plus tard parce que c'est maintenant le moment buzz et c'est maintenant que c'est frais dans ma tête et j'avais envie parce que vraiment, j'ai animé ça pendant 4 jours sans y trouver de lassitude. De lassitude, de lenteur, je prenais plaisir vraiment à réexpliquer et je prenais plaisir parce que je voyais que les gens autour de la table prenaient plaisir à y jouer. Merci Alex. Mais de rien. Merci aux Lumberjack aussi. Ouais, tout à fait, merci à eux. C'est le moment de la 3e pause musicale de l'émission. Et bien, on va rendre honneur comme ça à la gamme Coffee Break des Lumberjack en leur offrant le morceau de Hold the Laugh et Monsieur D, le café. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, eh bien, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, eh bien, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des Ludes et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Le Café par Hold the Laugh et Monsieur D. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des Ludes et des plumes.
Tout à fait, on attaque la dernière partie de l'émission, celle dans laquelle on va se retourner à nouveau vers notre invité, vers Julien, pour continuer à parler du clan Nordman, ce clan de vikings en fait. On l'a dit, donc vous faites des mets, vous venez, vous vous installez, vous faites des représentations de tout type, que ce soit sur la vie d'un viking, sur des combats ou autres. Est-ce que votre association est ouverte au public? Est-ce qu'en ce moment vous êtes en accueil? Si des gens qui nous écoutent ou qui ont envie se disent tiens mais je me sentirais bien l'âme d'un viking ou ça me dirait bien de découvrir, est-ce que vous êtes en phase de recrutement de personnes? Tout à fait, justement on recherche 2 combattants et des femmes. Parce que, combattantes combattantes, on est ouvert totalement à ça justement parce que chez les vikings il y avait bien des combattantes. Bien sûr, j'imagine bien. Comme les Valkyries qu'on connaît tous, mais oui, au moins 2 gars, on recherche au moins encore 2 gars pour les combats et les filles, 2-3 filles ce serait bien parce que il y a que ma compagne qui se met au combat là depuis. Mais elle se sent un peu seule quoi. Mais elle se sent un peu seule, c'est ça. Ça sent un peu la sueur. C'est ça. C'est un peu trop viril pour elle, donc. Je pense bien. Non mais justement, sachant justement que les Vikings étaient justement pas macho, hein, la femme elle avait son mot à dire et justement on veut justement continuer. Si les gens donc hésitent encore et se disent moi ça me tente très bien, après tout je me sens, mais qui n'osent pas passer le pas, est-ce qu'ils peuvent éventuellement venir vous voir? Est-ce qu'il y a des prestations qui sont prévues, des dates où vous serez en med, où on peut venir et voir à quoi ça correspond exactement? Oui, alors sinon on a aussi les entraînements tous les mercredis soirs sur Montréal. Ouais. Donc déjà tous les mercredis soirs on est disponible. Et puis après on a le 5 avril à BD près de Montfort-sur-Meux. Après on fait le carnaval à Plohermel le 3 mai, le 9 mai en nocturne. Celui avec le Drakkar. C'est ça. Et sur Plélan-le-Grand le 24 mai. Après on a le 20 et 21 juin à Ifendic, toujours à côté de Montfort. De mémoire, on a fin juillet, le 24 et le 25, si je ne dis pas de bêtises, à la Noé-Sèche dans le 22. Et puis on a aussi, Montfort, le 20 et 21 septembre, aux Journées du patrimoine. Donc, ça, c'est pas le calendrier d'une association qui a 1 an, c'est le calendrier d'une association qui a 10 ans, quoi. Vous avez 6-7... spectacle, oui, on peut dire intervention, spectacle jusqu'à l'été. Oui, c'est effectivement. Et il peut s'en ajouter d'autres encore d'ici là. Vous êtes très demandé, quoi. Oui. Nous, on recherche en plus des écoles parce qu'on voudrait justement faire des démonstrations et tout ça pour les gamins. Donc, que ça soit pour les primaires, à partir de 8 ans, c'est mieux qu'ils comprennent un petit peu aussi pour le côté un peu pédagogique, on va dire. Et puis, les collèges, pourquoi pas aussi? Parce qu'on avait eu une demande à une époque. Le directeur de l'école n'a pas donné suite, mais en tout cas, on est ouvert aussi à ça. C'est un projet que vous aimeriez bien réaliser, en fait, ça. Et ça permet de faire de la tout à fait. Tu sais, on parle de cross-média, on peut faire de la cross-culture. Ça veut dire, entre le sport et l'histoire, par exemple, ils cherchaient à un moment donné toute la partie scolaire à pouvoir faire fusionner les différentes matières entre elles et trouver un intérêt. Là, on a une association historique qui peut amener des choses pour le sport, pour l'histoire, pour plein de choses. Et je trouve que c'est une bonne idée de s'ouvrir un petit peu à ce monde scolaire, à des regards extérieurs. C'est sûr que quand t'as un mec avec 25 kilos d'armure sur le dos, un énorme bouclier, tu fais pas le tir au flanc en athlétisme, tu cours. C'est ça. Surtout s'il te poursuit avec son épée. Voilà, quand il a une grosse épée, tu l'écoutes. Vous avez un site internet aussi? Oui. Ou une page Facebook? Ouais, on a une page Facebook, Clan Nordman. Sinon, on peut rajouter aussi Ravenglitnir. En fait, c'est mon pseudo viking, mais en mettant tout, on trouve. Parce que on a eu des petits soucis à une époque, donc on l'a refait récemment. Mais normalement, mettant Clan Nordman, on trouve. On trouve? Ouais. Ça veut dire quelque chose, ton nom? Ravenglitnir. Corbeau assassin. Corbeau assassin. Ça veut dire quelque chose. T'as une autre question? Non, merci monsieur, c'est bon. D'où la tenue toute noire qui va avec le pseudo, quoi. Oui. On a tous des pseudos comme ça dans l'assaut. Vous avez un personnage, chacun a un personnage fort en fait qu'il incarne? Non,
Justement, les gars avec qui, les gars de l'assaut, en fait, ils voudraient que je sois le Jarl. En fait, le Jarl, c'est un peu l'équivalent du duc. Ouais. C'est un peu l'équivalent d'un duc, on va dire, chez les Européens. Et moi, j'aime pas trop ce côté-là. Je lui dis, je suis viking comme vous, au même titre. Mais eux aimeraient, donc en plus, les Vikings à l'époque, seuls les nobles avaient des tenues comme ça, un peu avec la cotte de maille, tout ça. Un peu toute complète. C'est ça. Parce que sinon, après, le viking pur, c'est un paysan. Hein, donc, chemise de lin, pantalon en lin, chaussures en cuir, et puis basta, quoi. Et d'ailleurs, ils allaient souvent à la bataille comme ça, quoi. Alors, on le voit, parce qu'on a parlé tout à l'heure vite fait de certaines œuvres qui mettaient les Vikings en avant. Alors, dans les plus connues, ou du moins celles qui, moi, me parlent le plus, on va parler de Thorgal en BD, et là, on voit bien que le Viking, quand il rentre de son drakkar, effectivement, il a vite fait d'enlever tout son attirail et de se mettre autour d'une table, et enfin... que c'est pas que ces monstres ces brutes de muscles, en fait. Il est un peu ventripotent, il est là, c'est un homme comme un autre. Et il y a notamment un manga que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Vinland Saga et qui reprend tout le principe du viking. Alors même s'il y a quelques exagérations, mais dedans il y a des choses qui moi m'avaient surprise au début, notamment il y a un passage où ils doivent couper à travers une forêt pour quitter une rivière pour en atteindre une autre, et ils le quittent, et en fait c'est les Vikings qui soulèvent le drakkar et qui le portent à travers la forêt, et je me disais ouais super, dans un manga c'est classe, quoi. Et en fait il y a des petits astérisques et ils disent non, les Vikings se déplaçaient comme ça pour couper un affluent et en rejoindre un autre, ils pouvaient transporter voilà comment vous allez ramener votre drakkar de Ploermel sur des rondins. C'est pour ça, je pense que le clan Nordman recrute, parce que il va falloir des bras pour pousser. Il va falloir des bras pour pousser. Une dernière question, un peu plus humoristique ou pas, mais quand on incarne un viking, souvent on a le look un peu, on est un peu baraqué, on est souvent comme toi avec le bouc, voire effectivement crâne rasé. Est-ce que dans la vie de tous les jours, une fois qu'on enlève l'attirail, c'est pas quelque chose qu'on a un peu plus de mal à porter vis-à-vis du regard des autres? Du tout, parce que là on l'incarne tout le temps, en fait. J'ai justement mon tatouage, là je vais m'en refaire un bientôt ici tout le crâne, et je suis même la tresse comme ça, je la garde aussi en civil, on va dire. D'accord. Non, moi je m'affiche totalement. C'est ton identité de toute façon. C'est ça. Ça m'arrive d'être chez moi habillé comme ça le soir. C'est pas un déguisement en fait. Tu es vraiment un viking. Ah bah c'est parce qu'en France on peut pas, mais oui, si je pouvais avoir une cabane dans une forêt et m'habiller comme ça tous les jours, je le ferais. Avec le wifi quand même. Non, même pas. Aussi pour aller sur la page Facebook et pouvoir répondre aux gens qui disent on veut vous rejoindre. C'est pas faux. Là, c'est pas faux. Bon, en tout cas, merci beaucoup Julien d'être venu nous présenter ton association, de rien, merci le clan Nordman. Merci à Yann, à Talmo, à Damien. Merci à Raphaël, l'homme de l'ombre qu'on ne voit pas, qui s'occupe de la partie vidéo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous retrouver nous en rediffusion ou alors en podcast. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions si vous en avez. Partagez vos commentaires, tout ce que vous voulez. Des boîtes de chocolat, pas de C'est problème. ça. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. On vous fait des gros bisous. C'est toujours un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. À bientôt. Ciao. Salut. T'annonces pas la dernière chanson? J'annonce la dernière. Allez, annonce la dernière chanson. La dernière chanson. Pour la dernière chanson, pour l'invité de cette semaine. Ah, c'est ça, hein. De ce soir, nous avons Monica Eldal qui va nous chanter Boy from the North. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud,